Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité renouvelée à cette émission. C'est Cartes sur table, il est 22 h. C'est le débat sur STV, le forum du Sud-Ouest qui a eu lieu le 25 août 2018 dans la ville de Buea. Chef-lieu de la région du Sud-Ouest a été présidé par Peter Mafani Musonge, le président de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Le forum qui a connu la participation des autorités administratives traditionnelles et forces vives de la région a été placé sous le thème Southwest Region Facing Our Challenge Together. Son objectif était de réfléchir sur les voies et moyens à adopter pour mettre fin à la crise. Vous le savez donc, le problème anglophone paralyse aujourd'hui encore le quotidien des populations, la productivité des entreprises, le fonctionnement de l'école, les services de santé et l'activité économique. On y a parlé de l'impact socio-économique, les choix politiques du Sud-Ouest, l'urgence de promouvoir les jeunes et les femmes, le réveil culturel et la préservation de la région. Il a également été question à l'occasion de souligner l'urgence de la situation, surtout au vu des violences enregistrées ces derniers jours. Ce sujet fera l'objet de commentaires dès l'entame de l'émission de ce soir. On évoquera également la sortie de Elekam hier à Yaoundé, dans l'optique de garantir transparence et crédibilité lors de l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Elekam a pris des mesures durant ces dernières assises. D'après Abdoul Karimou, le directeur général adjoint, les bureaux de vote seront déplacés hors des enceintes des casernes militaires et hors des clôtures pour ceux qui sont dans les chefferies traditionnelles. Dans son propos, il a rappelé que ces bureaux ont néanmoins une base légale. Les zones d'insécurité, quant à elles, ne pourront cependant pas être touchées. Une prise de parole qui tranche avec celle entendue il y a quelques semaines seulement. Et les CAM affirmaient que les casernes sont des bureaux de vote à part entière et qu'aucun changement n'est possible avant les prochaines élections. Les enjeux de ce sujet feront également l'objet du débat et enfin nous allons parcourir les grands traits des projets de société jusqu'ici proposés par certains candidats. Réalisme ou simple propos de campagne électorale seront les maîtres mots qui guideront cette dernière partie du programme. Elekam, pas de vote dans les casernes militaires et les chefferies, c'est l'intitulé du premier thème. Forum du Sud-Ouest que cache la sortie de Mafani Musonge et enfin présidentielle 2018, quel projet pour le Cameroun? 4 partis politiques représentés ici sur le plateau. D'abord le MRC avec Maître Désiré Sikati. Bonsoir Maître. Bonsoir Dipita, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. C'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve sur votre plateau ce soir. Plaisir partagé, merci de votre amitié renouvelée. Juste à côté de vous, à votre droite, Achille Azemba, 3e adjoint au maire de la commune d'arrondissement de Douala 3e pour le SDF. Bonsoir Achille. Bonsoir Monsieur Dipita et bonsoir également à vos nombreux téléspectateurs. Merci également de cette amitié renouvelée. De l'autre côté, Didier Macon, il soutient le candidat du parti Univers. Bonsoir Didier. Bonsoir Monsieur Dipita Tongo, bonsoir à vos millions de téléspectateurs partout dans le monde. Ils sont toujours très nombreux à nous suivre. Hein. Évidemment, le parti Univers, c'est Cabral Libi. Cabral Libi, exactement. Et enfin, l'honorable Alice Rose Doualabel du RDPC. Bonsoir, honorable. Bonsoir, Dipita Tongo. Et je suis ravi d'être avec les jeunes. Je pourrais croire que j'ai rajeuni de quelques... Vous ne me regardez pas. Donc, je suis très heureuse d'être sur ce plateau avec la jeunesse camerounaise. Le représentant de Maurice Camtodon pour le RMRC, le représentant de Joshua aussi, le SIF, Didier Macon pour Cabral Libé et enfin l'honorable député pour le RDPC de Paul Biya. Juste derrière la transition, on va donc entamer avec le premier thème. Il s'agit de ce qui s'est passé dans le Sud-Ouest avec Peter Mafani Musonge. Alors, cher monsieur, je voudrais d'abord interroger le contexte et peut-être même le prétexte de ces assises, sachant en faisant un parallèle que à la fin de ce mois d'août, on attendait une autre assise d'une importance relativement pareille, celle à l'époque proposée par le clergé et quelques grands guides religieux de la République, mais qui a été décalée en novembre prochain. Est-ce que la rencontre avec les chefs du Sud-Ouest était ou pour anticiper ou pour contourner? Comment est-ce que vous appréciez cette sortie-là autour de Peter Mafani Musonge et Didier Macon? Oui, monsieur Dipita, je pense que il s'agit, ou il semble, tout semble indiquer qu'il s'agit d'une volonté de se désolidariser
en quelque sorte des violences, des meurtres et des velléités, pas même des velléités, de la volonté affirmée par certains d'entamer des démarches sécessionnistes, ont l'impression que ceux du Sud-Ouest, n'étant pas forcément très enthousiastes à l'idée de diviser le Cameroun, entreprennent de se faire entendre sur ce chemin-là et de faire entendre leur voix pour se désolidariser de ceux qui mènent des manœuvres de sécession et de division de notre pays. Nous réalisons que beaucoup de meurtres ont été commis dans cette région ces derniers temps. Des chefs traditionnels qui ont été enlevés. Certains même ont trouvé la mort, ils ont été exécutés. On parle d'un chef qui a été abattu, qui a été interpellé en pleine messe et qui aurait été abattu. Je ne sais pas si c'est déjà confirmé. Donc c'est comme si un front est en train de se monter dans la communauté anglophone du Sud-Ouest pour s'opposer en quelque sorte aux extrémistes jusqu'aux bouddhistes, dont ils disent qu'ils viennent surtout de l'extrême du Nord-Ouest pour venir envenimer en quelque sorte la crise et forcer la main à ceux du Sud-Ouest d'accepter une démarche qui n'est pas forcément la leur. Donc je pense que nous observons qu'il s'agit d'une volonté de se désolidariser de cette démarche-là et d'affirmer une autre voie venant de cette même région pour montrer qu'en réalité, ce n'est pas tout le monde qui est dans la démarche de diviser le Cameroun et de fonder une république dite amazonienne. Donc, il est question d'affirmer, n'est-ce pas, une nouvelle volonté, d'affirmer une démarche qui est propre, n'est-ce pas, à d'autres anglophones qui ne pensent pas forcément la même chose que ceux qui sont des sécessionnistes. Mais au-delà de cela, au-delà de ces constats ou de ces observations, nous pensons qu'il est grand temps d'ouvrir ce vaste dialogue sur la crise anglophone. Et d'une manière générale, d'ouvrir ce vaste dialogue sur la crise socio-économique et politique du Cameroun. Parce qu'il faut avoir un prisme beaucoup plus large pour apprécier cette question. Il s'agit d'une crise qui est en train de s'enliser, qui ne trouve pas de solution pour le moment, véritablement. Il est question qu'on recherche véritablement des solutions. Et toutes les initiatives qui peuvent être entreprises par les uns et les autres sont nécessairement à encourager. Donc, honorable. Oui. Prétexte, contexte, opportunité. Contexte. Et je ne vais pas revenir sur le constat malheureux de la situation sécuritaire qui est quand même très très préoccupante. Ça c'est pour le contexte. Maintenant, opportunité, je pense que les ressortissants du Sud-Ouest ont effectivement voulu marquer leur sensibilité. Ok, nous sommes tous des anglophones. Ok, nous avons des préoccupations qui nous rapprochent. Ok, nous ne sommes pas satisfaits de ce que les francophones nous ont servi pendant 32 ans. Ok, etc., etc. Mais nos chemins se séparent à un moment donné. Nos chemins se séparent parce que nous ne sommes pas favorables à la sécession, nous ne sommes pas favorables à la lutte armée, nous ne sommes pas favorables à la paralysie de l'économie de notre pays, nous ne sommes pas favorables à ce que nos enfants ne soient pas scolarisés, etc., etc. Donc, je crois qu'il y a eu, le contexte le justifie et l'opportunité était là pour que les anglophones originaires du Sud-Ouest, est-ce que c'est la majorité? J'en sais rien. Mais je dis, et il faut qu'on l'apprenne tous, qu'il est important d'écouter toutes les minorités. Parce que la dictature de la majorité, ça ressemble à la démocratie, mais quelque part, en fouillant, on se rend compte que ce n'est pas toujours la démocratie et que pour la cohésion, pour la solidarité, pour l'apaisement, c'est important qu'on s'écoute les uns et les autres. Donc pour moi, cette opportunité-là donne l'occasion aux anglophones du Sud-Ouest de porter leur voix à l'ensemble de la nation et de faire savoir ce qu'ils pensent. Ça peut contribuer maintenant à alimenter la préparation du prochain All Conference,
All Anglophone Conference qui va se tenir au mois de novembre, parce que ça va être des éléments qu'il va falloir verser dans j'allais dire le grand panier, de manière à ce que au moment où ils vont s'asseoir, que toutes les voix soient entendues, que toutes les sensibilités soient perçues et qu'on fasse attention à chacun. Achille? Oui, je voudrais ne pas négliger une initiative comme celle-là, de pouvoir faire asseoir les chefs traditionnels, le président de cette commission, M. Mafani. Mais je pense que plus que jamais la situation est suffisamment grave, et quand une situation est grave, il faut prendre des mesures fortes qui vont pousser vers, je veux dire, une acceptation et surtout une résolution complète du problème qui se pose. Moi j'ai l'impression que on est un peu là dans, comment je veux dire, je pourrais appeler ça du saupoudrage. On n'est pas en train d'aller au fond. Bon, c'est vrai, réunir les chefs, c'est déjà quelque chose, mais je me pose la question de savoir, est-ce que c'est suffisant? Parce que cette crise a pris une dimension tellement importante avec des citoyens camerounais qui tombent chaque jour. Je me pose la question, est-ce qu'une réunion avec les chefs est suffisante pour pouvoir, je ne sais pas, amorcer un début de solution? Moi, j'aurais peut-être une autre approche, hein, si j'étais le président de la République, peut-être, pourquoi pas? Au lieu de... Si le président de la République trouve la force de rentrer dans un avion et d'aller en Chine, il peut également trouver un peu de force pour descendre à Buea ou à Bamenda, pour essayer de voir ce qui se passe. Donc, plus que jamais, j'ai l'impression que les acteurs qui essayent maintenant de recoller les morceaux sont un tout petit peu dépassés par les événements et plus que jamais la solution ailleurs, parce que le problème a dépassé le niveau de ceux qui essayent maintenant de le résoudre. C'est mon avis. Metsigati, contexte, prétexte, opportunité. Bon, ben, je pense que je ne vais pas avoir une analyse manichéiste de cette crise en essayant d'opposer peut-être des francophones aux anglophones ou bien les anglophones du sud-ouest aux anglophones du nord-ouest. Ce n'est pas une question de majorité ou bien de minorité. Je pense que c'est une question, un mécontentement qui est né à la suite d'une crise de gouvernance. Parce que, voyez-vous, au sein de la communauté anglophone, les récriminations qu'on écoute le plus souvent sont liées à la qualité de la gouvernance, en ce sens que les populations anglophones qui habitent les régions du sud-ouest ne sentent pas le vent du développement ou bien du bien-être dans leur région. Et à partir de ce moment-là, je pense que c'est tout à fait normal d'exprimer ce mécontentement-là. Bon, vouloir opposer une certaine minorité du sud-ouest et à une majorité du nord-ouest, je pense que ce n'est pas la bonne analyse qu'il faudrait faire, parce que malheureusement, quand je vois la rencontre que M. Peter Mafani Moussongué a eue avec un certain nombre de dignitaires, je me rends quand même compte que la plupart de ces dignitaires-là sont du sud-ouest et que le compte rendu de la réunion donne effectivement l'impression qu'il devrait s'agir d'une prédominance de l'entité minoritaire que représentent les populations du sud-ouest. Je pense qu'aujourd'hui, les zones anglophones qui constituent l'épicentre même de la crise, que ce soit la crise sécuritaire, que ce soit la crise humanitaire, quand je parle de crise humanitaire, je constate quand même que sur plus de 40 000 réfugiés camerounais à l'étranger, notamment au Nigeria, il y en a un peu plus de 30 000 qui sont originaires du moins qui viennent de la région du sud-ouest, et c'est pratiquement la même proportion pour ce qui est des déplacés internes. Quand je vois également une zone comme le Bialem, qui est pratiquement un autre épicentre même de la crise sécuritaire, ben je me dis que on ne peut pas voir cette question sur l'angle de minorité ou bien sur l'angle de minorité-majorité. Il faudrait voir la question, l'analyser dans une dimension totalement inclusive. Et c'est ce que nous avons toujours proposé. La dimension inclusive consiste à dire quoi? Elle consiste à dire que s'il faut traiter de la question anglophone, s'il faut proposer des solutions, il faut le faire avec tous les acteurs. Lorsque nous parlons de tous les acteurs, il s'agit d'ouvrir un véritable dialogue avec tous les Camerounais,
quand je parle de tous les Camerounais, j'entends souvent certaines personnes dire au sein du régime que on ne peut pas dialoguer avec des sécessionnistes. En même temps que je suis totalement défavorable à la création d'un État ambazonien. Je veux dire que, bon, naturellement, je suis pour l'unité du Cameroun, mais il faudrait quand même comprendre que lorsqu'on connaît une crise comme celle-ci, il faut se garder de régler cette crise-là avec un esprit orgueilleux. Parce que ce que je vois dans la politique du régime aujourd'hui, c'est l'orgueil, ce qui consiste à dire on ne peut pas traiter avec des gens qui ont pris des armes. Moi, je suis d'accord que prendre les armes, c'est mauvais pour la cohésion de la nation, mais en même temps, je pense aussi qu'il ne faut pas lésiner sur les moyens lorsqu'il est question de rassembler un peuple qui est divisé. Aujourd'hui, je constate quand même que beaucoup de personnes, de nos compatriotes qui sont les relais de ces forces ambazoniennes sur le terrain sont à l'étranger, c'est-à-dire c'est les personnes qui tirent les ficelles. Je pense que le Cameroun a les moyens de pouvoir discuter avec ces gens-là, même en faisant recours à des pays amis, des pays africains amis. Si le Nigeria a interpellé certains leaders sécessionnistes et les a pratiquement extradés au Cameroun, ben, forcément, ça veut dire que le Cameroun peut aussi demander les bons offices du Nigeria dans le cadre du règlement de cette crise. Et je pense que, au-delà de l'engagement militaire, je ne doute pas un seul instant des capacités militaires de l'armée du Cameroun. Je pense que les forces sont disproportionnées. Les sécessionnistes ne prendront jamais le dessus sur l'armée camerounaise. Mais il faut quand même être conséquent en reconnaissant que la capacité de nuisance de ces forces sécessionnistes est capable de durer longtemps. Parce qu'on est dans un conflit où vous avez des ennemis que vous ne voyez pas. Ce n'est pas une guerre conventionnelle. Voilà, ce n'est pas une guerre conventionnelle. Alors, depuis pratiquement... bientôt, ça va faire plus d'1 an que les forces militaires sont engagées dans la lutte pour réprimer les sécessionnistes ambazoniens. Mais on a quand même l'impression que le degré d'insécurité ne fait que prendre de l'ampleur au fur et à mesure que le temps passe. Donc, lorsqu'on est dans cette posture-là, il faut être capable de voir les choses comme nous l'avons dit au sein du MRC, c'est-à-dire un dialogue inclusif. Et nous pensons avoir été suivis par un certain nombre de leaders religieux. Quand vous parlez de All Conference, anglophone conférence, mais attendez, les leaders religieux musulmans, protestants, catholiques, ben je pense pas que ces gens sont des idiots. Ils voient les choses de la meilleure façon qu'il faudrait les voir. Donc, il faut penser, je pense que la seule chose, le seul moyen de sortir de cette crise-là, sans rentrer, parce que négocier, discuter avec des compatriotes, j'ai souvent dit... Terminer sur cette prise de parole. Bien entendu, je vais terminer. J'ai souvent dit, quand je prends l'exemple du Congo, le Congo-Brazza qui est à côté de nous. Après les dernières élections, il y a eu un conflit post-électoral qui a pratiquement débouché sur une guerre entre les partisans du pasteur Toumi, qui était le principal leader de la région du Pôle au Congo, à l'armée de Sassou Nguesso. La guerre a duré pratiquement 2 ans. Aujourd'hui, on constate que le calme est revenu parce qu'à un certain moment, Sassou Nguesso a compris que malgré la force militaire de son armée, il n'était pas possible de mettre la paix, d'assurer la sécurité dans cette région-là. Et ils ont signé un accord de paix. Et aujourd'hui, le Pôle et tout le Congo est calme. Tout le monde va à ses occupations. Il n'y a plus de réfugiés. Je pense que si on fait la même chose chez nous, je voudrais pas nous faire le porte-parole du SDF, le représentant de Josh aussi est là, mais le SDF pense que la crise est essentiellement politique et que seul le président de la République en a les clés. Et c'est donc quoi la politique? Je vous renvoie la question. Alors, je pense que nous sommes une nation en construction et une nation qui est aussi à la recherche des repères. Et cette crise va donner naissance à des tas de petites interrogations qui vont aller dans tous les sens. Parce que nous avons tous besoin à un moment donné de savoir qui nous sommes, ce que nous voulons faire ensemble, comment nous allons avancer ensemble. Mais ne commençons pas par négliger le fait que nous soyons différents. Nous nous mentons à nous-mêmes quand nous disons que non, nous sommes des Camerounais, point barre, donc ça suffit. Non, nous ne sommes pas que des Camerounais. Nous sommes des Camerounais, mais nous avons encore des attaches extrêmement solides avec nos différentes régions natales, d'origine. Et ce que nous vivons actuellement dans le sud-ouest me rappelle un peu ce qui s'est passé avec la destruction de la statue de Ruben Oumniobé. Pas pour l'acte, mais pour les réactions. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Mais qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Personne n'a pris la peine d'être attentif
Et personne n'a voulu comprendre pourquoi est-ce que cet acte a été posé. C'est parti dans tous les sens et les originaires du canton Bel ont été lavés à tous les savons, etc. Non, faisons attention à nous-mêmes. Nous sommes des frères. Et quand un de nos frères se plaint ou alors énonce des préoccupations, soyons attentifs à ces préoccupations. Je pense que cette réunion n'enlève rien à l'importance et l'intérêt de la All Anglophone Conference. Et tout le monde sait que je fais partie des personnes qui ont soutenu cette réunion. Je disais simplement que c'était une grossesse à risque parce que effectivement j'avais déjà vu venir en dehors peut-être de la situation sécuritaire elle-même, j'avais déjà vu venir j'allais dire, un sursaut, des velléités qui venaient des originaires du Sud-Ouest. Et ça compliquait la tenue de cette réunion. On ne peut donc pas comme ça sabrer toutes ces questions tellement importantes. Elles sont importantes parce que nous allons bâtir le Cameroun avec ce que nous sommes chacun. Et nous sommes différents. Nous sommes différents et il faut qu'on l'accepte. Nous ne faisons pas les choses de la même manière. Quand on se marie chez Maître Sikati, les rituels ne sont pas les mêmes que quand on se marie chez moi, chez les Douala. On va retrouver peut-être une racine commune quelque part qui nous lie et qui fait que nous sommes des Africains et que nous sommes des Bantous ou des semi-Bantous ou des Soudanais, mais nous sommes différents. Et pourtant, Dieu nous ayant mis dans ce triangle, nous avons l'obligation de réussir à bâtir une nation. Tous. Et en premier, nous les politiques. Mais pour le faire correctement, ne balayons pas comme ça du revers de la main des situations qui devraient nous interpeller. Et je n'entends personne dire, par exemple, que Peter Mafani, qu'est-ce qui a motivé véritablement son initiative? Certainement que quelque chose a motivé son initiative. Et je pense donc que si le docteur Mouzou est toujours le facilitateur de la All Anglophone Conference, il va retenir tout ce qui a été dit, qui peut faire mal à un moment donné, qui peut être amer, qui peut être sévère. Mais quand on est dirigeant, quand on est leader, on ne descend pas dans ces choses liées à l'émotion. On traite l'information et on essaye d'être suffisamment, justement, inclusif et suffisamment consensuel pour arriver à quelque chose qui convient à la grande majorité. Pas des personnes, je ne parle pas des effectifs, mais à la grande majorité des sensibilités. Oui, quelle est la question précisément? Si le président de la République a... La question était sur, c'est vrai que l'honorable n'est pas revenu dessus, mais sur la portée politique de cette crise, et le président en aurait les clés. Est-ce que le président en a les clés? Ouais. Indubitablement. Indubitablement, le président en a les clés. Parce que une visite du président, par exemple, sur l'une des régions en crise pourrait décrisper beaucoup de sensibilité et pourrait apporter beaucoup d'ouverture, beaucoup d'apaisement aussi dans les tensions, les frustrations que les uns et les autres ont dû accumuler. Nous voyons dans d'autres pays que pour des événements mineurs, le président de la République se déplace ou alors un haut responsable de l'État. Bon, mais pour une crise majeure comme celle-ci et qui est déjà en train de durer, nous sommes pratiquement à 2 années sous sa forme la plus violente. Il est évident que une descente sur le terrain du président de la République pourrait inverser considérablement la courbe violente que les événements sont en train de prendre. Donc il y a déjà cette symbolique au niveau de la visite présidentielle, mais il n'y a pas que cela. Il y a la prise en compte même et l'implémentation des doléances que formulent ces populations-là. Et j'insiste pour dire que ce sont les populations républicaines. Parce qu'il y a parmi eux ceux qui sont des sécessionnistes, mais il y en a qui veulent rester dans la République et qui constituent la majorité. Il ne faudrait donc pas s'aliéner le soutien de ces personnes-là qui constituent la majorité et donner l'impression que c'est plutôt les sécessionnistes qui auraient l'avantage. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour écouter et implémenter
les revendications ou bien les aspirations qui sont formulées par ces populations qui sont républicaines et qui veulent rester dans le cadre de notre République. Ces revendications, c'est quoi? Elles concernent la gouvernance locale et globale. La gouvernance locale, ça veut dire que les gens veulent s'auto-administrer localement dans le cadre de la décentralisation, qui est la forme la plus, comment on va dire, la plus soft ou la plus light, n'est-ce pas, de cette gouvernance locale. Mais nous proposons le régionalisme, c'est-à-dire qu'il faut, comment on va dire, mettre un accent plus important sur la volonté des peuples à se gouverner eux-mêmes. Bon, certains vont jusqu'au fédéralisme. C'est possible que nous partions du régionalisme au fédéralisme, mais peu importe les mots, le plus important est qu'on voit que les populations veulent s'administrer elles-mêmes. Il faut qu'on leur donne le pouvoir local. Maintenant, au niveau global aussi, c'est-à-dire au niveau du Cameroun, les gens veulent savoir, dans cette région-là, après 60 ans de gouvernance francophone, les gens veulent savoir si un jour aussi pourront accéder aux affaires, c'est-à-dire au sommet de l'État. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faudrait pas que nous évacuions cette problématique comme si elle ne faisait pas partie, comment on va dire, des revendications, qu'elles soient patentes ou latentes. Ce n'est pas forcément des choses que les gens disent de manière explicite, mais implicitement, on peut interpréter les non-dits. Ça fait 60 ans que les francophones y sont là. Est-ce que les anglophones auront aussi la possibilité un jour d'être président de la République? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que nous sommes en train d'aménager? Est-ce qu'il est possible que nous nous asseyions dans ce pays et que nous aménagions un couloir institutionnel et constitutionnel permettant aux anglophones dans 10 ans ou 15 ans ou 20 d'accéder au pouvoir au moins une fois? N'est-ce pas? Quitte à ce que les cartes soient rebattues complètement et que le jeu démocratique commence à se dérouler normalement comme dans tous les pays, étant entendu qu'ils ont déjà présidé au moins une fois. Ce sont toutes ces problématiques-là qui constituent un ensemble de frustrations qui font que finalement, ça débouche sur des crises comme celles que nous observons là maintenant. Donc, ne voyons pas seulement des choses du point de vue de leurs effets, mais examinons les causes premières et les causes profondes de ces frustrations-là, qui résident encore une fois au niveau, comment on va dire, d'une absence de reconnaissance, n'est-ce pas? Une absence de reconnaissance. Les gens aspirent à être reconnus comme des citoyens à part entière qui veulent aussi gouverner l'État. Ils ne veulent pas être tout le temps sous chef, ils ne veulent pas être tout le temps sous directeur, sous machin, sous ceci, sous cela, adjoint de ceci, adjoint de cela. Ils veulent aussi sentir qu'ils sont en train de gouverner l'État. Je vous assure que si on adopte une mesure, comme nous l'envisageons avec notre candidat, n'est-ce pas, Cabral Libi, qui permettra aux anglophones, dans 10 ans ou 15, d'être sûrs qu'ils pourront arriver au pouvoir, à côté de la gouvernance locale, c'est-à-dire le régionalisme, qui permet donc à chacun de gouverner effectivement sa région et d'implémenter les politiques publiques qui sont propres à cette région. Je suis sûr que ça va apporter, même en termes d'annonces, même ça va se réaliser dans 10 ans, en termes d'annonces seulement, ça va apporter beaucoup, n'est-ce pas, au niveau de la capacité à décrisper, n'est-ce pas, les frustrations, mais les couleurs des uns et des autres. Agile, quel peut être l'impact de ces assises auprès de la population, notamment, plus que celle-là, on a l'impression de gré ou de force qu'elle adhère quand même à un certain nombre de messages qui sont véhiculés de l'autre côté, les constantes qui sont vécues, les gens y ont adhéré. Est-ce que la rencontre entre l'élite, comme on a pu le voir autour de Peter Mafani, peut avoir au moins une incidence auprès de ces populations-là? Moi, je pense que ces populations souffrent le martyre. En fait, face à cette crise, ce sont elles qui payent le plus fort. Parce que ces élites-là ont les moyens de se mettre à l'abri. Et quand il s'agit d'être pourchassés, ils ont tout fait de déplacer leurs familles de ces zones en difficulté pour le caser où c'est un peu plus apaisé. Mais je souhaiterais que, au lieu qu'on s'attarde à disserter, à philosopher, qu'on regarde un peu la genèse de ce problème. Je pense quand même que cette crise, quelque part aussi, part du fait que ces populations, elles, en sont arrivées à penser que les élites, entre guillemets, ceux qui se passaient pour des élites et qui se permettaient de parler en leur nom, ne roulaient pas pour elles, roulaient, s'il faut le dire ainsi, comme on dit au quartier, pour leurs propres intérêts, parce que quand chacun avait tout fait de se trouver ou de se voir attribuer un strapontin de poste, il se disait la cause anglophone était résolue. Et je pense aussi que à un moment donné, ces populations ont dit trop, c'est trop. Et on vomit ces élites qui, au départ, en début de cette crise, criaient sur tous les toits qu'il n'y avait aucun problème.
dans ces deux régions. Curieusement, et ça c'est le propre du Cameroun, moi je n'arrive pas à comprendre, ce sont ces personnes qui criaient à haute intelligible voix, qui, je ne sais pas comment le président de la République a renseigné, mais on les écoutait à longueur de journée sur les médias, dit qu'il n'y avait aucun problème dans ces zones-là. Curieusement, ce sont ces personnes qui sont au devant de la scène aujourd'hui pour essayer de tenir des réunions pour régler le problème. Mais moi, si la solution résidait juste en tenir une réunion, réunir quelques personnes dans une salle et parler, je pense que c'est peut-être tard de le faire, mais il n'est jamais trop tard. Mais je pense plutôt que le problème ailleurs. Il faut pouvoir s'attaquer au problème de fond. Le monsieur a fait allusion tout à l'heure, celui de la gouvernance locale. À un moment donné, ces populations pensent qu'il faut passer à autre chose. Elles ont envie de s'administrer elles-mêmes, de gérer leur cité à leur manière. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas leur concéder ça? Et quand je dis, moi à travers mon parti, que le problème n'est pas forcément dans le sud-ouest et le nord-ouest, le problème, quelque part, est à étudier. Parce que le président de la République, c'est celui-là qui a toutes les cartes en main. Et à un moment donné, Maître Sikati faisait allusion à l'orgueil. Nous devons descendre de notre piédestal, arrêter de disserter sur des sujets simples. Il n'est pas question des identités, est-ce que nous sommes différents? Non, ce n'est pas l'important. Il y a un problème de fond qui est celui de la gouvernance locale. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, on ne peut pas se poser les bonnes questions? Ne pouvons-nous pas franchir le pas? Aussi simple que ça. C'est un Cameroun qui appartient à tous les Camerounais, mais on a l'impression que le Cameroun est pris en otage par un groupuscule de personnes qui pensent que eux, ces personnes, ont la science infuse et que c'est ce qu'ils peuvent proposer qui peut prospérer. Non! Pourquoi est-ce qu'on est réfractaire à des idées nouvelles? Quand on propose la décentralisation, la régionalisation ou le fédéralisme, pourquoi ne pas essayer? Bon, oui, on ne veut pas essayer. La décentralisation que nous-mêmes avons fait figurer dans la Constitution, est-ce qu'elle est appliquée? Voilà autant de questions. Et c'est là où réside le problème. À un moment donné, les populations se disent trop, c'est trop. On ne tire pas sur un cadavre, parce qu'il est déjà mort. Ils décident de se jeter à l'eau, et voilà la situation. Et des Camerounais continuent de perdre leur vie. C'est ça qui est extrêmement grave. Et je pense qu'un jour, les acteurs répondront de leurs actes. Désolé, Sikati, puisque les partis désormais se renvoient les responsabilités, ceux qui ont pris les armes disent que c'est le gouvernement qui est responsable de tout. Le gouvernement lui dit qu'ils n'ont pas le droit de prendre les armes, quelles qu'en soient les revendications. Est-ce que finalement, la meilleure approche ne serait pas une ligne médiane, une personne neutre de tout cela, qui c'est peut-être l'ONU, les organisations internationales, pour pouvoir faire asseoir les Camerounais? Est-ce que la question peut encore, sincèrement, de façon apaisée, sereine, dans la confiance surtout, aborder, évoquer, surtout avoir des solutions uniquement entre les Camerounais? Déjà, je ne pense pas qu'il soit impossible, même sans faire recours aux offices d'un pays tiers, qu'il soit impossible pour le Cameroun de régler cette crise. Moi, j'ai dit, le péché fondamental du régime qui nous gouverne, c'est l'orgueil, c'est la prétention. Vous avez d'ailleurs vu, il y a quelques jours, l'un des ministres de M. Biya, M. Famendongo, qui a dit que Paul Biya n'avait pas besoin de bilan pour se présenter à l'élection présidentielle. Ça veut dire que pour ce parti-là, ainsi que tous ceux qui gouvernent l'État au nom de ce parti, les Camerounais sont des bambins à qui on peut dire n'importe quoi. Et je pense que c'est la même attitude, c'est la même posture que le régime a décidé d'adopter dans le cadre de cette crise. Il s'agit d'imposer, de ramener le calme ou bien la sérénité uniquement par la force. Or, nous savons très bien qu'il n'est pas possible pour le régime de M. Biya de mettre un policier ou bien un militaire derrière chaque Camerounais ou bien chaque anglophone. C'est pas possible. Donc ça veut dire, même si vous gagnez la guerre, je suis pas sûr que vous pouvez de la même façon assurer la sécurité à temps plein de tout le monde. Donc à un certain moment, il va falloir, même dans un souci de réconciliation et de pardon, parce que il faut se rappeler que en général, les victoires militaires n'entraînent pas aussi
cet effet de pardon-là, il n'y a pas de réconciliation, vous vous imposez par la force, mais il y a des rancœurs que vous gardez. Mais je pense que le plus important, c'est déjà de mettre sur pied un procédé de règlement de cette crise qui fait en sorte que les Camerounais continuent de vivre ou bien recommencent à vivre comme avant. Mais quand je vois l'approche du régime, moi j'ai l'impression qu'on est dans un véritable déni de vérité. Monsieur Moussongue, à l'espace de 3 mois, il a organisé pratiquement 2 grands, bon, c'est pas des sommets, mais c'est quand même des rencontres importantes avec la communauté anglophone. Lors de la première rencontre qu'il a initiée, je pense que c'était au cours du mois de, ça devait être en mai, eh bien, dans les conclusions de la rencontre, lui-même, Moussongue, a parlé des revendications pour le fédéralisme. C'est-à-dire, il avait écouté les leaders anglophones au nord-ouest. Ils étaient réunis à Bamenda. Il y avait des populations anglophones qui venaient de couches qui étaient originaires de toutes les couches sociales. Vous aviez des élites, vous aviez des paysans, vous aviez même des simples, des gens des badauds. Tout le monde a donné son point de vue. Et je pense que c'était à la maison de parti de Bamenda. Et c'est la même chose qui a été faite au sud-ouest. Moi, je suis quand même surpris aujourd'hui d'entendre que les conclusions de M. Moussongue, dans le cadre d'une autre conférence qu'il organise, n'ont absolument rien à voir. Qu'aujourd'hui, on est en train d'indexer les personnes originaires de la région du Nord-Ouest comme étant celles qui sont en train de foutre le bordel au Sud-Ouest. Et c'est ce que j'entends d'ailleurs sur ce plateau. Les questions de minorité, de majorité sont en train de ressurgir. Je pense qu'il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'il y a un véritable malaise et que c'est d'ailleurs un malaise qui est partagé par la communauté anglophone. La seule différence entre les anglophones et les francophones, c'est le fait que les anglophones ont dit, du moins ceux qui ont décidé de rentrer dans la dissidence, ont dit c'est fini. Parce que même à côté de la faction sécessionniste, vous avez quand même une autre faction de personnes modérées qui sont pour le maintien des régions anglophones au sein de la communauté camerounaise, mais qui pour autant ne sont pas d'accord avec la qualité de cette gouvernance. Ils ne sont pas d'accord avec la continuité de cette gouvernance. Et c'est à partir de ce moment où je dis le problème anglophone est similaire. Bon, en dehors peut-être des problèmes d'identité culturelle, les problèmes liés à la qualité de vie, au chômage, les problèmes liés au tribalisme, mais c'est pratiquement les mêmes problèmes que nous vivons tous les jours. Donc il y a le nœud gordien, la source principale, c'est la malgouvernance, l'absence d'espérance politique chez les populations anglophones. Quand vous êtes dans un pays où vous avez un régime qui peut se maintenir, qui décide de se maintenir au pouvoir en violant les lois qu'il a lui-même fait voter. Mais je pense qu'on se retrouve dans une situation où certaines populations peuvent dire à quoi ça sert de rester dans un État où les gens ne respectent pas la loi. Donc, pour moi, je pense que quelles que soient les solutions que nous avons envisagées, même le transfert des compétences et des ressources aux régions, aux communautés locales, ne vont pas résoudre le problème tant que la qualité de la gouvernance n'est pas revue. Quand je parle de qualité de gouvernance, si vous avez les mêmes principes de gouvernance qui sont déportés dans les régions avec la décentralisation, ça veut dire la même prévarication, le même tribalisme, le même népotisme, les mêmes détournements, à la seule différence qu'ils ne sont plus centralisés. Mais je pense que les populations vont se retrouver dans la même situation où elles ne se reconnaissent pas dans ce type de gouvernance. Donc je pense que l'un des moyens qui consisterait à rassurer non pas seulement les Camerounais des régions anglophones, mais également tous les Camerounais en général, parce qu'il y a un malaise qui a gagné pratiquement tous les Camerounais qui ne sont pas dans une situation de profiter de ce régime. Les seules personnes qui sont d'accord avec ce régime, c'est les profiteurs. Ce sont quelques élites qui tirent les marrons du feu parce qu'elles ont des positions de puissance, des positions avantageuses de ce régime. Quand vous me parlez de M. Moussongue, quelle crédibilité voulez-vous que moi je donne à quelqu'un comme ça? Quand il est capable de signer un marché de gré à gré pour acheter des voitures, 15 voitures à 700 millions de francs CFA, alors qu'il sait très bien qu'il est à la tête d'une commission et qu'il est supposé parler pour le compte de ses propres frères qui souffrent. Donc moi je dis, il y a un véritable problème. On est dans un pays où les gens ne veulent plus rien respecter, le régime ne respecte rien. Le code des marchés publics dit que pour un marché supérieur à 5 millions, il faut passer à une... Là, vous êtes allé... Non, mais c'est pour vous montrer un peu, c'est pour vous montrer qu'il y a d'autres éléments qui peuvent déteindre même sur la crédibilité des personnes qui sont supposées impulser ce dialogue-là. Et je pense que les élections présidentielles du 7 octobre devrait être l'un des points focaux pour le départ de ce dialogue, pour rassurer les Camerounais. Si les élections sont transparentes et que le candidat qui a effectivement été plébiscité par le peuple,
si c'est ce candidat qui est élu, vous allez voir que ça va créer l'espoir. Même si c'est le président Biya? Non, Biya, je pense que dans une vraie élection, il ne pourrait pas gagner comme ça. Il ne pourrait pas gagner. Et je pense justement que si M. Biya, la crise anglophone, j'ai fini, c'est la désaffection totale de la politique de M. Biya, de la personne de M. Biya. Sa longévité au pouvoir a créé ce découragement au sein de la communauté anglophone. Vous aurez la dernière prise de parole sur la question. Oui, merci. D'abord, pour dire que un pays, c'est des personnes, c'est des individus. Ce n'est pas quelque chose de global, ce sont des individus, messieurs, mesdames. Ce sont des individus, on ne sait jamais. On a vu. Donc, ce que je veux dire, c'est que si nous ne faisons pas attention aux individus, c'est des individus que nous manageons, c'est des personnes. Quand on dit le peuple, ce n'est pas un bloc unanime, solide, etc. Non, c'est fait d'une multitude de personnes qui ont des attitudes mentales, des comportements, des visions, et on doit faire attention à tout cela. Je n'encourage pas du tout ni le tribalisme, ni parce qu'avec ça, on n'arrivera nulle part. Mais je voudrais simplement rappeler que quand on veut construire un pays solide, on fait attention aux minorités. Parce qu'on est toujours la minorité de quelqu'un. Les anglophones sont la minorité des Camerounais, puisqu'ils ne représentent que 20%. Maintenant, à l'intérieur des anglophones, quand on prend les gens de Santa, ils sont une minorité par rapport à l'ensemble du peuple du Nord-Ouest, ainsi de suite. Donc, je voulais juste attirer notre attention que chaque fois que nous voulons faire quelque chose de solide, écoutons-nous les uns les autres. Maintenant, qu'est-ce qui empêcherait à un anglophone d'être président? Est-ce que la loi fondamentale que nous connaissons tous empêcherait à un anglophone d'être président? La preuve, Froundi a failli être président en 92. Et si le SDF n'avait pas fait un repli identitaire vers la zone anglophone, peut-être que la chose serait plus aisée aujourd'hui. Mais il se trouve qu'à un moment donné, le SDF, qui était un grand mouvement national, a connu un repli. Donc ce n'est pas parce que les institutions du Cameroun ne permettent pas à un anglophone d'accéder au poste de président, c'est simplement parce que nos partis politiques sont aussi faibles. Les leaders sont faibles. Il n'y a personne qui porte véritablement, en dehors de Paul Biya, l'ensemble des populations du Cameroun. Et pour continuer, je voulais dire que, vous savez, quand on parle d'agenda caché, c'est un mot très à la mode. Chacun parle d'un agenda caché. C'est pourquoi? C'est simplement parce que quand nous parlons ensemble, nous avons l'impression de poursuivre les mêmes objectifs. Mais ce n'est pas évident. Dès qu'on se met à gratter, on se rend compte que les gens ne poursuivent pas les mêmes objectifs. Et c'est ça qui complique, par exemple, la collaboration entre les partis d'opposition. Ce n'est pas le RDPC qui empêche à l'opposition de trouver la bonne voie ou bien la bonne stratégie, mais les égos des individus qui ont chacun un agenda caché et qui ne facilite donc pas la mise en commun j'allais dire, des programmes. Maintenant, quand on veut écouter, parce qu'à un moment donné, il faudra quand même qu'on nous dise, que le MRC nous dise en quoi il est différent du SDF, que le SDF nous dise en quoi il est différent de l'UDC, que l'UDC nous dise en quoi il est différent de l'UPC, parce que finalement, au moins, notre ligne est connue. Elle est connue. Elle est connue, la ligne du RDPC. Elle n'est pas connue de beaucoup de Camerounais. Ah bon? Non, pas du tout. Vous habitez où? En tout cas, la seule ligne du RDPC que je connais, oui, c'est que c'est un parti qui a décidé de se maintenir au pouvoir contre la volonté de la majorité. Pas du tout. Moi, je ne suis pas à l'aise avec cette Je ne suis pas à l'aise avec cette façon de voir. Mais c'est vrai. Je pense que plus notre démocratie avance, et en comptant sur le sérieux des hommes politiques de l'opposition, notre démocratie va véritablement s'implanter. Mais si vous êtes là aussi à jouer j'allais dire les pantins, franchement. Non, je ne joue pas les pantins. Je ne sais pas comment vous pouvez demander que la démocratie marche
lorsque les principes de base de la démocratie, vous ne les acceptez pas. Je veux parler par exemple du consensus politique. Dans les vraies démocraties du monde, les différents partis politiques s'asseyent pour déterminer les bases de la démocratie. Ça veut dire par exemple qu'en général, dans un pays comme le Sénégal, dans un pays comme le Sénégal, dans les années 90, le code électoral, il est consensuel. Au Cameroun, le code électoral, c'est un document si c'est le code électoral, Maître Sikati, si c'est pour le code, je suis d'accord que nous avons des progrès à faire là-dedans. Pour ça, je vous l'accorde. Mais pour l'instant, nous avons tous admis qu'avec le code actuel, nous pouvons compétir. Alors, je voudrais juste relever, à la suite de Rose Douala Belk, Marlise Rose, oui, que j'apprécie la critique qu'elle adresse au RDPC de ne pas respecter les minorités, et que c'est l'une des causes des crises que nous avons maintenant. Il faut avoir le courage de critiquer l'action de son propre gouvernement. L'autre chose, c'est je voudrais relever que, en parlant du leadership qui serait détenu par le RDPC de manière exclusive, tout le monde observe qu'il y a une recomposition du leadership politique au Cameroun actuellement, et que de nouveaux leaders ont émergé qui ont suffisamment de crédibilité pour remporter une élection, notamment en Capral-Libye, et pour conduire ce pays. Donc on arrête de nous tenir ce discours d'après lequel il n'y aurait qu'un seul leadership crédible dans ce pays et qu'ailleurs on ne voit absolument rien. Mais vous allez laisser qu'il ait dit que moi, Marlise Douala Belk, j'ai dit que mon parti... vous pourrez le reprendre. Non, mais en fait... Dans notre loi fondamentale, les minorités sont protégées. C'est pas respecté par votre régime. Vous l'avez relevé. C'est respecté, non. J'ai dit que ce qui se passe dans notre pays et tous ceux qui ont pris la parole après le problème... que vous avez critiqué le régime sur un point tout à fait légitime. Vous l'avez critiqué en disant qu'il ne respecte pas les minorités, c'est une bonne chose. Non. Vous exploitez quelque chose pour me mettre en difficulté, mais vous n'allez pas réussir. En difficulté. Parce que simplement de l'eau dans votre moulin. C'est que vrai. Le député n'a pas respecté les minorités. Je vous propose qu'on prenne la transition, qu'on aborde le deuxième thème, et vous pourrez revenir dans vos réponses pour le temps d'antenne réservé à cette tranche-là sur les sujets déjà évoqués. Transition, on parle de l'ECAM en un quart d'heure. Je l'ai dit à l'entrée de l'émission, j'en fais juste un résumé. L'ECAM a définitivement décidé de délocaliser les bureaux de vote qui étaient jusqu'ici installés dans les casernes militaires et les chefferies traditionnelles, à les mettre dans des lieux plutôt publics. Et je commence peut-être par vous, Achille Azemba. Vous direz au SDF que c'est une victoire, parce qu'on sait que vous avez quand même porté cette bataille-là. Non, nous ne voulons pas rentrer dans les dédales de victoire ou pas victoire. L'important au sorti de cette espèce de ping-pong, c'est de pouvoir arriver à la conclusion selon laquelle la loi, le code électoral camerounais, la disposition du code électoral camerounais a été appliquée. C'est ça le plus important. Victoire ou pas victoire, je crois que les chantiers sont nombreux et plus que jamais nous continuerons de nous battre. Ce que je voudrais dire, et pour rebondir par rapport à ce que disait Honorable tout à l'heure, s'agissant des partis politiques, elle s'est permis d'estimer que les autres partis politiques étaient faibles et que le parti fort, dominant, ultra-dominant, était le RDPC, son parti. Je voudrais quand même qu'on fasse quelques précisions et pas d'amalgame. Quand on parle de parti fort, quels sont les critères qui amènent à définir cette force surnaturelle qu'on ne voit pas? Peut-être le nombre de députés élus, peut-être le nombre de maires, voilà sur le terrain. Voilà un parti politique qui est un parti-État en réalité, qui, quand il se trouve en difficulté quelque part, les sous-préfets assurent le relais, trouvent des gens pour... Non, on parle avec des preuves honorables. Peut-être vous êtes en plein à quoi, vous ne savez pas ce qui se passe dans l'arrière-pays. Essayez de faire le tour du Cameroun, vous allez voir comment ça se passe. Il y a carrément des sous-préfets, pas plus tard que... Il y a 3 jours, on s'est retrouvé à Ebolva à parler de notre candidat, qu'on est venu nous encercler, et on a dit, pourquoi vous parlez de ces candidats ici? Il a fallu que le commandant appelle le préfet pour qu'on dise que non, écoutez, laissez-les vraiment, bientôt la campagne va démarrer. Donc, il y a une espèce de frilosité qui règne dans les rangs
de ceux qui se gargarisent d'être un parti fort. Quand on est fort, on n'a pas peur de la transparence. On n'a pas peur d'appliquer les règles du jeu que quelque part, nous-mêmes, on s'est fixé parce que on a une Assemblée nationale qui a un nombre de députés majoritaires appartenant au RDPC, qui prend sur eux de faire des lois, les lois que eux-mêmes sont incapables d'appliquer. Voilà la preuve. La disposition du code électoral qui parlait des bureaux de vote qui doivent être logés dans des endroits accessibles au public. Si on était dans un pays sérieux, l'un des directeurs généraux de l'ECAP démissionnerait parce qu'il est monté au créneau pour essayer de nous expliquer que oui, voilà, non, il n'y avait pas de problème depuis 90. J'ai l'impression qu'à un moment donné, tellement, ils sont dans le zèle, qui croient parler à des bambins qui vont avaler ce qu'ils disent. Non, honorable, le Cameroun est en train de changer et je vous conseille peut-être de quitter la barque qui est en train de prendre l'eau le plus tôt possible parce que il pourra se faire tard. Et je vous connais suffisamment intelligent. Peut-être, vous avez beaucoup de choix. Il y a le Parti Univers, il y a le MRC. Il y a aussi le SDF. Il y a surtout le Parti Univers. Nous ne sommes pas en balle de recrutement. Comme pour dire que, honorable, de grâce, descendons de notre piédestal et construisons ce pays. Si des dispositions... Je vais m'en aller plus loin. Le Cameroun n'a pas forcément de mauvaises lois. Parce que les lois, elles ne sont pas statiques. On peut les améliorer au fur et à mesure. Mais au moins, le minimum qu'on s'est permis de mettre sur pied, appliquons-les. Et je pense que de plus en plus, on va l'améliorer et le Cameroun se porterait mieux. Maître, sur la délocalisation des bureaux de vote. Mais déjà, je voudrais me féliciter de ce dénouement parce que il me souvient qu'au cours de l'année 2015, nous avions engagé, d'ailleurs c'était après les élections de 2013, nous avions constaté que de façon totalement illégale, le RDPC parvenait à avoir 90% des suffrages exprimés dans les chefferies traditionnelles et les casernes militaires. Donc à l'époque, nous avons engagé un certain nombre de démarches et l'une des revendications que nous faisions dans le cadre de ces démarches-là, c'était d'enlever les bureaux de vote dans les casernes militaires ainsi que dans les chefferies traditionnelles. D'ailleurs, c'est lors d'une mission de sensibilisation à l'Assemblée nationale qu'une escouade de gendarmes avait cassé le pied de l'un des responsables de notre parti politique. C'est vrai, nous sommes solidaires du SDF pour cette démarche-là qui a atteint le résultat, mais au-delà de tout, je pense que le problème posé dans le problème posé est celui de savoir si dans un environnement comme le nôtre, si on ne peut pas avoir un consensus sur certaines questions essentielles concernant le processus électoral, est-ce qu'on peut se vanter d'être dans une démocratie? Je pense que la réponse est non. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est sous l'influence étrangère que certains de nos dirigeants prennent des décisions légales, conformes à la loi. Parce que quand je vois quand même que le président du Conseil électoral et certains de ses membres ont accepté d'enlever les bureaux de vote au sein des casernes militaires et dans les clôtures de chefferies traditionnelles devant un certain nombre de représentants du corps diplomatique, bon, essentiellement étrangers, moi, j'avoue quand même que je suis surpris. Voilà, pour des revendications qui ont été faites par des partis politiques, répétées à longueur de journée, et qui étaient d'ailleurs légitimes, moi, je trouve inconvenant que ce soit sous l'impulsion à la fin, parce que quand vous allez dire devant des diplomates que vous acceptez d'enlever les bureaux de vote dans les casernes militaires et les chefferies traditionnelles, on a quand même l'impression que on vous a forcé la main de le faire, alors que les questions pareilles doivent être des questions de consensus politique, parce que la démocratie est une donnée universelle qui est partagée. C'est pas quelque chose de mystique ou bien de mythique. Donc, je dirais que c'est salutaire, mais ça devrait pas s'arrêter là, parce que, voyez-vous, le problème de, je dirais, l'encasernement des bureaux de vote même, et posait un problème de liberté de vote, parce que, voyez-vous, j'ai connu des cas des militaires qui ont sorti des bureaux de vote dans les casernes militaires, on leur demandait de montrer le bulletin qu'ils ont retenu. Donc, ils devaient justifier auprès de leur hiérarchie qu'ils avaient voté pour le RDPC.
Alors, dans ces conditions-là, je pense qu'on a le droit de s'inquiéter. Et au-delà de tout, quand on voit quand même qu'on a un arbitre électoral qui est l'ECAM, qui est désigné, dont les membres sont désignés exclusivement par le RDPC, alors que dans d'autres pays, le Conseil électoral fait l'objet d'une décision consensuelle entre, bon, je ne dirais pas tous les partis politiques, mais du moins les partis politiques majeurs qui sont ceux représentés dans les structures nationales, telles que le Parlement, telles que les conseils municipaux. Voilà, donc je pense qu'il faut que le régime qui nous gouverne soit capable, le régime RDPC soit capable d'accepter la vertu de la démocratie. La vertu de la démocratie, ça veut dire que nous devons faire une démocratie de consensus. Une véritable démocratie de consensus. Aujourd'hui, quand on dit, par exemple, c'est inconvénient d'avoir une élection présidentielle à un tour, parce que vous pouvez avoir un président qui est élu, voilà, même avec, à 10%, mais nous savons très bien que 10%, vous n'avez pas la légitimité pour gouverner parce que vous ne représentez pas. Vous avez 90% des personnes qui ne se reconnaissent pas en vous. Donc ça pose un véritable problème. Donc je pense qu'il va falloir qu'on évolue, que l'ECAM nous fasse comprendre à l'avenir qu'il n'est pas sous la botte du régime, même si nous savons qu'en réalité, l'ECAM a du mal à se départir du régime. Didier Makonde d'abord. C'est lui qui avait la parole avant. Non, on va commencer par Achille. Oui, donc au sujet de cette délocalisation des bureaux de vote hors des camps militaires, bon, on a souligné comme plusieurs personnes de bonne foi au Cameroun qu'il s'agissait d'une anomalie, voire d'une incongruité, mais qui a malheureusement été soutenue par de nombreux turiféraires du régime, qui ne s'empêche pas d'apporter un soutien irréductible même à des actes qui sont jugés par beaucoup comme étant illégaux, voire immoraux. Donc, heureusement que ceux-là ont été désavoués par leur propre hiérarchie. Bon, je ne sais pas si l'honorable Douala Bel était de ceux qui soutenaient que c'était quelque chose de tout à fait normal, mais ils ont été désavoués par leur hiérarchie. Bon, je ne sais pas comment ils se positionnent maintenant, après ce désaveu. Non, celles-là ne sont pas vraiment publiques, nous le savons. Ils ne sont pas vraiment publics, ils ne sont pas vraiment ouverts au public, parce que nous savons que même si le public peut les fréquenter, c'est des lieux où le vote est largement, le vote des électeurs est largement intimidé. Ils peuvent souffrir, et d'ailleurs ils souffrent d'une intimidation. Tout le monde sait quel est le poids du regard d'un chef, qu'il soit le chef du village ou bien un chef militaire, pour parler des casernes militaires. Ce regard-là influence celui qui veut exprimer son choix politique. Donc on peut dire qu'on enlevait un caillou d'une chaussure. Oui, un caillou d'une chaussure. Ben, il faut quand même relever que, bon, certains l'ont dit, que ce n'est pas un vote décisif parce que ceux qui doivent voter dans les casernes, en admettant que ce sont seulement les soldats et leurs familles, ou ceux qui vont voter dans les chaufferies, constituent une toute petite minorité qui ne pourrait pas réellement, d'après eux, changer le cours d'une élection. Mais disons que ce n'est pas seulement l'enjeu, parce que ceux qui militent en faveur de telles décisions voudraient en réalité capitaliser ce vote, n'est-ce pas, obtenir des majorités écrasantes soviétiques pour aller les marchander certainement après et obtenir des postes. Donc il ne faut pas simplement pour avoir une victoire du président, peut-être qu'ils s'imaginent que cette victoire est toujours possible, mais ils se disent que c'est le score qui importe. Certains ont même déclaré que le plus important c'est le score, et lorsqu'ils auront des scores très élevés, certainement qu'ils pourront marchander ça à un autre niveau. Donc on voit que des calculs politiques et même politiciens se sont mêlés de cette affaire et ont failli ou même nous ont sortis de la légalité à un moment donné, avant que le parti au pouvoir ne se reprenne, n'est-ce pas, pour revenir sur cette décision. Quelqu'un a signalé tout à l'heure que c'était aussi sous la pression des chancelleries étrangères. Je n'en sais rien, c'est ce qui se dit. Bon, ce serait dommage que qu'une pression soit venue de l'extérieur pour forcer la main au gouvernement. Je pense que nous devons apprendre à résoudre nos problèmes. Mais il faut dire que le contexte de l'annonce était également effectivement une rencontre avec, entre autres, le corps diplomatique. Oui, si c'est confirmé, c'est pas très bon pour notre gouvernance, pour notre souveraineté. Beaucoup également parlaient de rétro-pédalage de l'ECAM. Et quand on l'entend dire, on pourrait penser qu'effectivement une pression. D'ailleurs, l'ECAM, le directeur général adjoint, parle de garantir la transparence et la crédibilité pour l'un des éléments qui ont conduit à prendre cette décision. Oui. Alors, ce qui me fait souvent sourire, c'est chaque fois qu'il y a une avancée, chaque fois qu'on avance dans notre processus démocratique,
on trouve toujours des gens pour dire oui, c'est parce qu'on leur a forcé la main, oui, c'est parce que non. À un moment donné du débat, on peut, à la force des arguments, reculer. Et je pense que c'est parfaitement démocratique. Si les personnes qui soutenaient qu'il était possible de garantir un vote transparent et crédible dans les chefferies traditionnelles et dans les casernes ont été édifiées par ceux qui n'étaient pas de cet avis et qui voulaient que la loi soit appliquée. Je ne vois pas pourquoi maintenant ça doit faire l'objet de oui, le RDPC a reculé. Mais on a reculé pour le bien du Cameroun. Et si on a reculé pour le bien du Cameroun, ça veut dire que nous sommes un parti responsable. Ça veut dire que l'État est responsable. À un moment donné, quand on réalise que l'argumentaire ne tient pas, il faut avoir le courage de dire « Ok, ça va, on avance avec vous ». Et c'est ce qui s'est passé. Alors, d'où est-ce que on prendrait maintenant, j'allais dire, une sorte de sentence pour dire que oui, le rétropédalage, mais la vie politique est faite de rétropédalage parce qu'il y a toujours des réglages qui se font au fur et à mesure qu'on chemine les uns avec les autres. Donc pour moi, c'est une décision qui ne m'affecte pas, qui me plaît dans la mesure où pour moi, c'est la preuve que Elekam est capable justement de faire du rétropédalage quand il est convaincu que j'allais dire, la loi n'est pas appliquée. Donc ça, on peut y aller. Maintenant, je vais continuer parce que j'ai toujours la parole pour dire que le RDPC et l'État ont toujours fait attention aux minorités. Et souvent, ça a été décrié au nom de la démocratie. Il a souvent été reproché au RDPC et à l'État de ne pas respecter la démocratie one man, one vote en privilégiant, par exemple, à certaines élections, les populations minoritaires par rapport aux autres. Par contre, j'ai vu le SDF, ici en 97, gagner toutes les mairies de Douala et ne laisser qu'une seule mairie à la minorité. Et d'ailleurs, ça a coûté cher, parce qu'au lendemain de ces décisions, la majorité des personnes de cette communauté se sont retirées de ce parti politique et ont bien compris qu'ils ne pouvaient pas être protégés par ce parti. Donc on ne peut pas dire que c'est le RDPC qui ne protège pas. Donc je disais simplement qu'il faut que nous fassions tous attention à cela. Parce que ce n'est pas parce que la perdrix n'a pas de cheveux sur la tête qu'elle ne fait pas partie des oiseaux de la basse-cour. Donc chaque fois qu'on prend des décisions, il faut qu'on s'assure que la majorité des sensibilités sont représentées parce que c'est tout ça qui fait le Cameroun. Et c'est tout ça qui fait la force du Cameroun. Et pour chuter, c'est quoi un parti, un grand parti? Pardi. Mais un grand parti, on le reconnaît à son implantation, on le reconnaît au nombre de ses élus, on le reconnaît à son dynamisme, on le reconnaît à la cohérence de l'action portée par le sommet. Et je pense que dans tout cela, vous pouvez le retrouver dans le RDPC. Donc le RDPC est un grand parti. Maintenant, les autres partis sont simplement en train de naître pour certains, et d'autres en train de se reconstruire. Et je suis sûr que dans 5 ans, ça sera différent parce que certains se seraient démarqués et auraient pris le leadership dans cet environnement des partis de l'opposition. Je n'ai aucun mépris pour cela. Je dis simplement que l'immaturité peut-être ou bien la fébrilité de certains gêne un peu le jet démocratique. Alors, sauf à vouloir ajouter juste un mot, je suggère, parce que le temps repartit à la je voudrais ensuite... un mot, et puis on passe à... Je voulais si c'est juste un mot, on peut passer. Alors, je vous le suggère vivement pour qu'on ait au moins 1 heure de temps. Progressons. En fait, si les autres n'ont pas quelque chose à ajouter. Juste un mot, maître. Je voudrais bien dire que
Je pense que... Tu es sûr que Sikati va dire un mot. Il va dire un mot. Je vais dire un mot. Il va dire un mot comme un avocat. En fait, je pense qu'on est tous les enfants des mêmes pays. En dépit du fait que Madame le député, elle est du RDPC, moi je suis de l'opposition. Je pense que si on fait la politique, c'est parce qu'on a un seul souci, c'est le bien-être social. Le bien-être social, c'est pas le bien-être de la majorité au dépend de la minorité, c'est le bien-être commun. Voilà, donc nous devons avoir ceci en partage, que l'idéal politique, c'est un idéal pour servir. Absolument. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Et je pense que dès lors qu'on est d'accord sur ces principes-là, si l'idéal politique, c'est un idéal pour servir, on doit aussi partir de cela pour être d'accord sur les principes élémentaires de la politique, c'est-à-dire le consensus. Et je pense que c'est cette question de consensus qui risque, parce qu'aujourd'hui, je vois le glissement insécuritaire dans lequel le Cameroun est en train d'avancer. C'est très, très dangereux. Le Cameroun a trois poches d'insécurité. D'abord, sur le plan local, nous en avons deux, c'est-à-dire le nord et les régions anglophones, mais nous avons également une autre poche d'insécurité qui est liée à la proximité avec la République centrafricaine. Je pense que nos dirigeants doivent être épris de bon sens, ils doivent être épris d'amour pour cette patrie, parce que diriger le pays tel qu'il se dirige aujourd'hui, je pense que le mécontentement qui est en train de gagner les gens, j'ai peur. Donc, je pense que si on aime ce pays, il va falloir à un certain moment revoir la façon de gouverner. Juste un mot, oui, comme vous avez demandé, à la suite de l'honorable, elle a bien dit que en 96, le SDF a gagné toutes les mairies de la ville de Douala, sauf Manoka. Nous avions été élus, nous ne nous sommes pas arrogés parce que les populations à un moment donné étaient dans l'exaspération et ont estimé quelle population pouvait essayer une autre façon de faire, un autre parti politique. Mais ce que vous avez oublié de dire, c'est que à la suite de cette victoire écrasante, on a nommé à la tête de ces mairies un délégué du gouvernement. Peut-être pour vous, c'est une très belle manière de montrer que le Cameroun est dans une véritable démocratie. C'est juste ce que je voulais ajouter. Un mot pour Non, on va pas la transition et on passe donc le tribalisme. au thème le plus costaud de la soirée qui, j'espère, va nous prendre une cinquantaine de minutes. Présidentielle 2018, quel projet de société pour le Cameroun? On va aborder la question évidemment au regard des différents projets qui sont déjà sur la table pour intéresser les prochains électeurs en vue de la présidentielle du 7 octobre 2018. Certains candidats ont déjà, ou du moins progressivement, présentent ce qu'ils aimeraient bien faire du Cameroun pour les 7 années à venir, entre la régionalisation proposée par Cabral Libye, le fédéralisme proposé par Joshua aussi, la décentralisation peut-être poussée au niveau du RDPC et Paul Biya, et une forme d'autonomisation au MRC, ça c'est pour ce qui est de la forme de l'État, mais il y a également des questions économique d'impact qui pourrait même changer la structure institutionnelle de l'État, le SMIC qui devrait changer pour certains, l'augmentation des salaires des fonctionnaires, mais également des questions au niveau de l'agriculture, du développement, de l'industrialisation, bref. C'est des propositions qu'on aimerait bien évoquer dans ce cadre-là, et l'interrogation centrale est de savoir si ce sont de véritables projets pour le Cameroun ou alors ce sont simplement des élans de campagne électorale. Didier Macon, vous êtes pour la régionalisation du Cameroun? Oui, absolument. Pour ce qui concerne la forme de l'État. Absolument. Oui, nous pensons que la semence de ce régionalisme est déjà implantée dans la Constitution de 1996. Donc il faut simplement l'implémenter pour rendre autonome effectivement les régions et assurer la gouvernance locale, n'est-ce pas, au niveau des régions. Quelle est la distance que vous ferez dans ce cas entre la décentralisation et la régionalisation? La régionalisation est une décentralisation plus poussée, plus assumée. Okay. Tout comme le fédéralisme apparaît aux yeux de nombreuses personnes comme étant une volonté beaucoup plus poussée encore que d'un simple régionalisme d'autonomisation. Donc dans la régionalisation, et dans tous les détails que nous apportons, il est question de rendre beaucoup plus autonome que dans le cadre d'une simple décentralisation les différentes régions et les communes qu'elles abritent.
Bien. Et je ne sais pas si vous voulez seulement que nous parlions de représentation et de régionalisation. Mais sinon, nous avons d'autres réformes, n'est-ce pas, de l'État que nous avons proposé, notamment la suppression du Sénat et la restauration d'un Parlement monocaméral. Parce que nous avons constaté que le Sénat était une institution budgétivore qui n'apporte pas grand-chose, sinon rien du tout, à l'implémentation de la démocratie. Parlement monocaméral, qu'est-ce que vous y mettez? Ça veut dire que nous restons avec notre Assemblée nationale, comme nous l'avons toujours connu, et qui est capable de faire ce travail de législation qui lui est assigné. Le Sénat nous prend 15 milliards chaque année. Lorsque multiplié sur 5 ans, ça fait 75 milliards, c'est énorme. Avec cet argent, on pourrait faire beaucoup de choses. Il est question de réduire aussi le train de vie de l'État à travers la réduction déjà de la taille du gouvernement et de beaucoup de dépenses somptuaires et inutiles qui sont liées à l'organisation des fêtes ou bien des missions qui sont onéreuses. Toutes ces mesures sont d'ailleurs prescrites par le gouvernement en place. Donc, ce ne sont pas des choses que nous avançons. Vous voulez juste nous venons certaines de ces mesures. En parlant de la réduction du train de vie de l'État, il est question de les implémenter et d'aller un peu au-delà de ce que le gouvernement prescrit. Il est question de réaliser des coupes budgétaires importantes sur le fonctionnement lié aux dépenses de gaspillage pour les réaffecter à l'investissement, de façon à doper, n'est-ce pas, le budget d'investissement et à financer les projets, les nombreux projets que nous avons imaginés. Il est question d'ouvrir une chambre des patriarches, n'est-ce pas, pour assurer une représentation. Donc vous allez supprimer le Sénat pour créer une chambre de patriarche. Exactement. Qui nous prendra, ce n'est pas déplacé? Non, pas du tout. Qui nous prendra au grand maximum 3 milliards par rapport aux 15 que nous injectons au Sénat. 3 milliards, c'est petit. Mais par rapport à 15, 3 milliards, c'est quand même une grosse économie de 12 milliards que nous réalisons chaque année. Lorsque vous comptabilisez sur 5 ans, vous vous rendez compte que c'est une grosse cagnotte. Pourquoi les patriarches? Parce que nous voulons une représentativité de nos anciens qui correspond effectivement à notre sociologie traditionnelle et pas simplement une représentation qui est calquée sur les modèles occidentaux. Nous avons des anciens chez nous qui sont connus comme étant des patriarches. Et si on doit leur ouvrir une chambre qui les représente, cela correspond plutôt, n'est-ce pas, à notre réalité sociologique au niveau politique. Nous voulons une élection à 2 tours, une élection présidentielle à 2 tours et un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Nous militons pour un régime présidentiel avec un vice-président et un président qui gouverne effectivement et qui ne délègue pas forcément sa fonction de gouverner, qui gouverne et qui ne la délègue pas forcément à un premier ministre, il le gouverne effectivement, n'est-ce pas? Et il est voté dans un tandem avec son vice-président. Bon, on va se concentrer à quelques-unes. Hein. Oui, pour ce qui concerne les mesures économiques, je ne sais pas si vous allez me redonner la parole. Tout à l'heure. Ok, très bien. Alors, Honorable, vous êtes évidemment dans la continuité de la décentralisation. Vous dites que vous voulez davantage implémenter la loi de 1996. Oui, effectivement. Tout à l'heure, quand on commençait notre débat, je crois que c'est Maître Sikati qui a rappelé un propos de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur lors d'un débat qui a dit que le président Paul Biya n'avait pas besoin de bilan. En fait, ce qu'il faut comprendre, ce que moi j'ai compris dans cette présentation des choses, c'est que en fait le bilan de Paul Biya se voit, saute à l'œil, se vit tous les jours. Nous avons une ambition, le jour et la nuit. Comment ça? Le Cameroun, gouverné depuis 36 ans par le président Paul Biya, a un socle, une vision qui est détaillée dans l'ouvrage pour le libéralisme communautaire et qui a un objectif bien précis. Cet objectif, c'est le bien-être des Camerounais. Et après quelques années, on a mis en place un instrument, le DSCE, qui avait pour la croissance et pour l'emploi, qui avait pour but de nous amener, de nous permettre d'atteindre la croissance à 2 chiffres. Bon, nous savons tous qu'on n'a pas pu atteindre la croissance à 2 chiffres, mais c'est un document qui est extrêmement bien fait, bien élaboré, parce qu'il puise dans les réalités démographiques, sociologiques, économiques, et maintenant fait des projections par rapport à un horizon. Nous n'avons pas
réalisé tout ce que les Camerounais attendaient. Je dis, si ils attendaient 100, nous avons réalisé 60. Et ce dernier mandat va nous permettre de faire des avancées encore plus rapides. Parce que nous ne sommes pas sourds. Nous entendons tout ce qui est dit autour de la gouvernance. Nous-mêmes, nous sommes quelquefois victimes de cette gouvernance. C'est pour ça que je dis que le Nord-Ouest et le Sud-Ouest n'avaient pas besoin de prendre des armes. Parce que si ce n'était que pour contester la gouvernance, tous nous sommes unanimes qu'il y a des efforts probants qui doivent être accomplis pour que notre gouvernance nous permette d'atteindre la croissance souhaitée. Donc, pour l'heure, je pense que la campagne va commencer bientôt. Je sais que le DSCE est en train d'être finalisé pour la prise en compte. Parce qu'une fois que les données démographiques changent, une fois que l'environnement international change, etc., on le rebâtit. Et je ne vais pas aller plus loin que ça parce que le copier-coller que mes amis font souvent, parce que vous avez entendu ce qu'il a dit tantôt, qu'au fond, l'essentiel de ce qui est prévu, de ce qui est programmé, est bon. Tout simplement, ils estiment que la vitesse ou la rapidité de mise en œuvre n'y est pas et qu'il y a beaucoup de problèmes qui leur font penser à la malgouvernance. Donc, nous sommes pratiquement tous, nous avons des programmes très voisins, parce qu'on parle de la décentralisation, de la régionalisation qui est une décentralisation très poussée, du fédéralisme qui est une régionalisation très poussée, et donc finalement... Eh bien, il marche pas, vous direz. Alors, le SIF, lui, il est pour le fédéralisme à 10 États. Non, ce que je voudrais dire déjà, je m'en voudrais si je pars de ce plateau, après avoir laissé Honorable Marlise dire ce qu'elle vient de dire, que nos programmes sont proches. Peut-être nos programmes sont proches, mais il y a une forte différence qui est significative, la volonté. Nous entendons bâtir un Cameroun sur la force de la volonté. Voyez-vous, je prends un exemple simple. Nous entendons rendre gratuit les consultations pré, postnatales et même les césariennes. Ça, c'est déjà prévu. Non, c'est prévu, mais nous parlons de l'application. Vous avez tout prévu, mais vous n'appliquez rien. Rien n'est effectif. Et c'est ça la différence. Nous voulons oser. Parce que, voyez-vous, nous sommes dans un pays où les responsables, ceux qui sont censés montrer l'exemple, ne se soignent pas dans nos hôpitaux. C'est quand même curieux. Le ministre de la Santé, un journal nous l'annonçait dernièrement. On parle de l'évacuation sanitaire. Ben voilà. Donc vous voyez que c'est extrêmement compliqué. Comment vous pouvez appartenir à un pays et ne pas vous soigner dans ce pays-là? Ça veut dire que vous n'avez même pas la volonté d'améliorer les plateaux techniques. Bref, d'améliorer la qualité des soins. Nous entendons le faire et nous allons le faire. Voilà une différence. Nous pensons que si à un moment donné, ce qui est dit peut se chevaucher, parce qu'on ne va pas réinventer la machine à fabriquer du beurre. On peut dire que la décentralisation est proche de la régionalisation et le fédéralisme, c'est une décentralisation encore plus poussée. Mais encore faut-il se démarquer par la volonté de vouloir implémenter cela sur le terrain. C'est de ça qu'il est question. Disserter, philosopher, dire qu'on a fait. Quand vous parlez, Honorable Marlise, j'ai envie de me dire que vous n'êtes pas au Cameroun et vous continuez d'énerver les gens. Parce que vous devriez être en train de nous parler de bilan et vous nous dites que ce bilan, il est satisfaisant à 60%. Mais je voudrais bien que vous me dites, que vous preniez des exemples. On annonce des autoroutes, on ne voit pas. Et un ministre se permet de vous dire que on est en termes d'avancement, on est à 20% de la première partie. Ça ne fait pas ces 60%. Hein, non. De grâce, l'humilité. Vous aurez conseillé de dire, peut-être, accordez-nous un septennat, un autre septennat, pour nous rattraper, mais c'est bien trop tard. Plus que jamais, les Camerounais ne sont plus types, ils sont fatigués et nous apportons une nouvelle façon de voir les choses. Nous voulons oser et nous souhaitons que le 7 octobre, que tous les Camerounais qui en ont marre de regarder votre visage se disent enfin, nous allons bouter ces gens dehors, libérer le Cameroun et permettre aux gens qui viennent avec une nouvelle dynamique. Je sais, je vous regarde. La question que vous allez nous poser, où est-ce qu'on va trouver l'argent?
pour réaliser tout ça. On parle Mais l'argent est là. On parle d'argent. Quand on nous parle de détournement, on dit qu'un ministre a détourné 10 milliards. Personne ne pose jamais la question de savoir d'où sont sortis les 10 milliards qui ont été détournés. Mais une fois que quelqu'un lance une idée, attendez de le juger. De juger le maçon au pied du mur. On s'empresse de dire oh, où est-ce qu'on va trouver l'argent? C'est surréaliste, ce n'est pas possible. De grâce, je pense que plus que jamais, les Camerounais sont éveillés. Et le 7 octobre, on va faire votre champion, prendre la retraite, une retraite peut-être méritée entre guillemets. Maître Sekatchi, vous êtes pour l'autonomisation. Quels sont mes disons? Déjà, nous partons d'un fait. À partir du moment où vous êtes arrivé au pouvoir grâce au peuple, le peuple doit être consulté pour toutes les questions fondamentales pour l'avenir du pays. Au sein le MRC a décidé que pour la question de l'administration du territoire, c'est-à-dire quant à savoir s'il faut opter pour la décentralisation ou bien le fédéralisme, nous allons organiser les états généraux de l'administration du territoire, c'est-à-dire ce sera un grand forum où toutes les communautés qui composent le Cameroun vont être réunies et il y aura un véritable débat sur la question de savoir comment est-ce que les gens voudraient être administrés. Parce que si demain vous décidez d'imposer au Cameroun, parce que vous êtes devenu président, la forme fédérale, vous pouvez vous retrouver avec des entités, voilà, au Cameroun où les gens vous disent nous ne voulons pas le fédéralisme, nous voulons la décentralisation. Donc nous pensons que la meilleure façon de déterminer la forme d'administration de l'État consiste à discuter pour savoir comment est-ce que l'État doit être administré. Mais ce qui est certain, c'est que la décentralisation est peut-être quelque chose de bien parce que au-delà du fait qu'il y a un véritable, si elle est vraiment appliquée, il y a un transfert de compétences, il y a un transfert de ressources, elle a aussi ceci d'avantageux qu'elle symbolise aussi le sentiment d'unité. Voilà, ce sentiment d'unité qui doit exister au sein des personnes qui se réclament d'un même pays. Mais au-delà des questions d'administration et territoire, je voudrais également vous dire que la première réforme que le MRC va engager, si jamais le candidat Maurice Kamto est élu, mais ce sera la réforme institutionnelle. Parce que nous constatons que ce qui fait problème aujourd'hui chez nous, la malgouvernance qui a gangréné notre pays est liée à la mauvaise qualité des institutions qui sont mises sur pied. Par exemple, nous disons qu'il faut mettre sur pied, il faut passer à l'application de l'article 66 de la Constitution qui aujourd'hui nécessite seulement un décret pour désigner les membres de la commission en charge de recevoir la déclaration des biens. Voilà, il n'y a pas beaucoup de choses à faire sur ce plan-là. Nous voulons également mettre sur pied un système électoral, notamment pour les élections présidentielles à 2 tours, parce que nous estimons qu'un président doit être légitime. Un président doit avoir une véritable assise populaire pour bien gouverner. À côté de cela, nous avons également, toujours sur le plan des réformes institutionnelles, notamment en ce qui concerne les élections, il faut passer, nous entendons passer de la majorité électorale de 20 ans à une majorité électorale de 18 ans, adopter également le bulletin unique pour contourner la fraude électorale, c'est-à-dire ce système qui a été institué par le RDPC et qui consiste à demander à certains votants de sortir avec les bulletins de vote de d'autres candidats. Comme ça, on s'assure qu'ils n'ont pas voté ces candidats-là. Avec le système de bulletin unique, vous avez un seul bulletin que vous cochez et quand vous sortez, vous n'avez rien en main. Donc, cette corruption-là, elle n'existera plus. Nous avons également la prétention de ramener le mandat présidentiel à 5 ans, renouvelable une fois. Parce que nous estimons que le président n'a pas besoin de 7 ans pour réaliser des véritables projets. Quand je vois le président Macky Sall au Sénégal, en moins de 4 ans, il a pu construire un nouvel aéroport à Dakar. Et aujourd'hui, les grandes infrastructures se construisent pratiquement en 3 ans. Regardez le nouveau pont sur le Vouré, malgré toute la déconvenue que les gens connaissent, on voit quand même qu'il a été réalisé à l'espace de 2 ans et demi. Donc, à côté de cette réforme institutionnelle que nous voulons mettre sur pied, il y a également la réforme économique. La réforme économique, c'est quoi? C'est-à-dire, déjà, il faut mettre sur pied un environnement économique qui incite les investisseurs à venir chez nous. Nous disons cela parce que ça part d'un constat. Vous vous souvenez, il y a de cela, je pense que ça doit faire 2 ans et demi, le régime de M. Biya avait organisé un forum sur l'investissement à Yaoundé. En général, dans d'autres pays, après des forums comme ceux-là, on voit les investisseurs venir. Au Cameroun, jusqu'à maintenant, on n'a vu aucun investisseur qui est venu pour s'installer au Cameroun. Tout cela, pourquoi? Parce qu'il y a des pesanteurs administratives, il y a la corruption. Le Cameroun, c'est l'un des rares pays au monde où lorsque vous voulez investir, vous pouvez mettre 3 ans à obtenir
États-Unis pour obtenir seulement un agrément. Je connais un grand groupe hôtelier américain qui veut s'installer à Kribi depuis pratiquement 10 ans, mais le seul problème, c'est qu'ils ne parviennent pas à avoir un seul document qu'ils demandent au ministère des Domaines et des Affaires foncières. Alors que dans d'autres pays, dans un pays comme le Mali, la politique d'incitation à l'investissement fait en sorte que lorsque vous venez pour investir, en l'espace d'une semaine, vous pouvez avoir tous vos documents pour l'investissement et vous vous installez. Donc, je dis, dernièrement, le président de la République, il était encore en Italie pour démarcher les investisseurs, mais nous voyons tout ce qu'il n'y a rien. Donc, il y a un véritable problème au niveau de l'environnement juridique et humain pour l'incitation à l'investissement. Ça, il faut corriger. Et cela passe par une véritable lutte acharnée contre la corruption. L'autre chose aussi, c'est que nous entendons, en un seul mandat de 5 ans, passer à un taux de croissance des chiffres pour un taux de croissance à 2 chiffres. Parce que quand vous voyez, madame l'honorable Douala Mangabel vient de vous dire que vous parlez de la DSCE, sauf que ce qu'elle a oublié de dire, c'est que le document de stratégie pour la croissance de l'emploi, c'est un document de programmation sur les réalisations socio-politiques, administratives et économiques même que le régime s'est fixé. Mais aujourd'hui, on constate quand même que ce régime est en retard, c'est-à-dire pratiquement 75% des projets qui sont prévus dans ce document-là et qui auraient dû être réalisés au moment où je vous parle, n'ont pas été réalisés. Donc, ils sont pratiquement en retard sur leur propre programme. Quand ils vous disent qu'ils n'ont pas de programme, leur programme, c'est le DSCE, mais ils sont en retard pratiquement de 75%. Donc, ça, il va falloir le corriger. À côté de ça aussi, le Cameroun a besoin d'un vaste chantier de réformes socio-professionnelles. D'abord sur le plan social, l'environnement sécuritaire du Cameroun aujourd'hui laisse à désirer. Le Cameroun est devenu un pays où vous pouvez vous faire agresser dans la rue, mais vous ne voyez pas, les forces de maintien de l'ordre ne font pas de ronde. Il y a par exemple des problèmes de santé. Les Camerounais ne parviennent pas à se soigner. Nous disons, il faut mettre sur pied un système de couverture santé universelle qui va fonctionner comme une sorte de mutuelle où les gens cotisent même quand ils ne sont pas malades, avec ceci d'avantageux que le jour où ils tombent malades, ils peuvent aller se faire soigner. C'est comme ça que d'autres pays font. Et nous disons également qu'en l'espace d'un an, nous entendons, vous savez, vous avez parlé d'une question de programme, et en matière de programme, vous savez, il y a beaucoup de choses à dire. Oui, parce que la première partie de la forme de l'État. En même temps. Oui, j'ai ciblé forme de l'État et puis les questions économiques. Oui, les questions économiques. Bon, je dirais également, si vous avez ciblé la forme de l'État et les questions économiques, je pense que je reviendrai tout à l'heure sur les autres aspects. Marlise Bell, quand vous entendez tout ça, vous ne vous dites pas dans le fond, il faut vraiment qu'on se remette en question, que le mal est si profond, que le bilan, d'ailleurs, que beaucoup de représentants du RDPC n'évoquent pas avec détail. Vous direz que 36 ans, c'est pas facile de faire un bilan de 36 ans. Vous ne vous dites pas que finalement, est-ce que ceux qui sont de l'autre côté ont un certain nombre d'éléments quand même qui montrent qu'après 36 ans, il y a des choses à redire? Évidemment que la différence entre nous et les autres, c'est justement que nous avons managé. Et rien ne me rassure quand je regarde les espaces de pouvoir et de management et de leadership qui ont été gérés par l'opposition. Quand on arrive dans une mairie du SDF ou dans une mairie d'un autre parti qui n'est pas le RDPC, on ne voit pas de signes qui rassurent. Et ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que finalement, il n'y a pas que la volonté. Parce que tout à l'heure, le représentant du SDF a dit la différence entre vous et nous, même si nos programmes ne sont pas très éloignés, c'est la volonté. Je me permets, être un piètre maire ne présage pas d'être un mauvais président. En tout cas, je serais quand même rassuré de voir que quand je compare deux mairies, la mairie de celui qui me vend un jardin de roses a déjà au moins quelques roses qui poussent quelque part. Mais quand il n'y a rien et que je me rende compte que finalement ce n'est pas la volonté. La volonté, les individus peuvent l'avoir ou ne pas l'avoir. Mais ce n'est pas ça. Je pense qu'il y a aussi la confrontation à l'environnement, au concret. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes sur le terrain et que vous commencez à manager, effectivement, ce n'est plus du discours. C'est de la réalité, ce n'est pas de la fiction. Vous avez un certain nombre, vous faites face à un certain nombre de contraintes que vous devez intégrer et ce n'est pas tout le temps facile. Donc si je mets à 60% le taux de réussite
que nous nous attribuons. Par exemple, dans le domaine de l'éducation, qui peut dire que dans le domaine de l'éducation, nous n'avons pas fait des progrès notables? C'est pas satisfaisant à 100%. C'est pas le paradis, je vous l'accorde. Mais est-ce que entre 1982 et 2018, la capacité d'accueil des enfants en matière de scolarisation, est-ce que l'éducation n'est pas plus inclusive qu'avant? Est-ce que le nombre d'établissements n'a pas augmenté? Est-ce que le nombre d'enseignants n'a pas augmenté? Est-ce que ces enseignants ne sont pas payés? Même si on peut regretter que leur salaire ne soit pas très motivant, mais au moins nous sommes dans un pays où les fonctionnaires sont payés, où les hôpitaux sont ouverts. Nous ne sommes pas un pays en détresse. Je n'aime pas quand on veut présenter le Cameroun comme un pays de chaos où rien ne fonctionne, etc. Moi, j'ai eu la chance de voyager un peu, j'imagine vous aussi, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest. Bon, chacun se bat avec les moyens qu'il a, mais je pense qu'effectivement, il va falloir qu'on accélère un certain nombre de plans d'action qui sont déjà prévus. Tout ça est prévu. Ce que dit le représentant du SDF est prévu dans le programme du RDPC. Ce que dit Maître Sikati du MRC est prévu dans le programme en dehors de du fédéralisme. Hein. Quand même, on n'est pas dans le fédéralisme. Mais maintenant, ce qu'il faut, effectivement, si nous sollicitons un nouveau mandat auprès des populations du Cameroun, c'est parce que, nous avons la certitude que nous pouvons faire mieux que ce que nous avons fait et que les Camerounais méritent mieux que ce que nous leur avons donné et que maintenant nous pensons maîtriser un certain nombre de situations, nos alliés, nos partenaires, etc. Et nous pouvons faire mieux. Donc pour moi, je pense que nos amis sont un peu sévères quand ils disent que le 7 octobre, ils vont nous bouter. Il faut faire attention. Hein. Tout à l'heure, vous m'avez menacé. Moi aussi, je vous menace. Il faut faire attention. Hein. C'est pas... Attention pourquoi? Alors, attention pourquoi? Armando Vision, il a dit, nous allons... J'ai beaucoup de respect. Non, attendez, vous êtes vu quand vous avez dit... Honorable Marlise Doualabel, arrêtez ce que vous êtes en train de faire, de ce que vous êtes en train de dire. Bon, mais quand je disais que je vous menace, je ne vous menace pas du tout. Je dis simplement que nous avons une chose en commun, c'est que nous sommes des acteurs politiques. Vous êtes jeunes, vous croyez en votre pays et vous voulez donner le meilleur de vous-même à votre pays. Cela va se faire. Ne vous inquiétez pas, cela va se faire. Mais cela ne va pas forcément se faire le 7 octobre 2018. Mais continuez à vous accrocher, continuez à travailler. Là, vous nous avez fait reculer. Vous nous avez fait reculer. Mais là, je prends le relais de... Si on peut faire mieux. Après 36 ans. Oui, bien sûr. Vous voulez que je réponde à quelle question précisément? Disons que je voudrais faire quand même le lien, puisqu'on a plus ou moins déjà abordé la grande partie de la forme de l'État. Je voudrais quand même faire le lien avec le financement de tout cela. Je veux dire que chacun a de beaux projets. Vous n'avez pas encore écouté mes projets. Vous voulez déjà savoir où je vais prendre... Je pensais qu'on s'était accordé sur la circonscription qui a été faite. Oui. Forme de l'État et puis le volet économique. Oui, le volet économique, je vous ai encore rien dit. Sauf les autres ont parlé. Je voudrais dire quelque chose là-dessus. Je voudrais insister sur un point ou deux, qui sont deux points connexes en réalité. Donc, notre programme économique est fondé sur le développement agricole. Okay. Le développement agricole qui va générer de l'industrie et qui va, par effet d'entraînement, produire de nombreux services. Madame, oui, elle dit que c'est prévu dans leur programme, pas du tout. Ce que nous prévoyons, c'est de construire un complexe agro-industriel par commune. Ça fait 36 ans qu'ils sont là. Ils ne l'ont pas fait. Donc, ils ne peuvent pas dire que nous sommes dans des similitudes du tout. Ils ne l'ont jamais proposé, ils ne l'ont jamais fait. Alors, construire un complexe agro-industriel par commune, de la taille d'une entreprise comme EVCAM, c'est parfaitement possible, madame. Je ne sais pas de quoi vous moquez. EVCAM a 7000 salariés, tout comme la Sosucam. C'est des entreprises qui ont été montées il y a 50 ans, au moment où nous avions 50 fois moins de moyens que nous avons maintenant, par le président Ahidjo. Lorsque notre candidat Cabral Libi se présente comme le Ahidjo des temps modernes, cela a du sens. Ça veut dire qu'on veut retrouver une espèce de dynamisme que l'État avait en ce moment-là. Bon, ça ne veut pas dire que c'est l'État qui va monter toutes ces entreprises de nos jours, parce que les contextes sont beaucoup plus favorables
à une démultiplication de ce type d'entreprises. Ce sont des entreprises qui sont de gros employeurs. Vous savez que le deuxième plus gros employeur de ce pays, c'est une entreprise agro-industrielle. Et ce sont ces entreprises agro-industrielles qui vont tirer notre politique agricole, qui vont donc, à la suite, n'est-ce pas, de ces complexes agro-industriels de 7000 salariés à terme, et que nous voulons développer dans au moins 300 communes, attendu que chacune de nos communes a ce potentiel, en dehors des grandes communes comme Douala et Yaoundé, des grandes capitales régionales. Mais toutes les autres communes du Cameroun ont des terres qui sommeillent. Imaginez-vous, la surface agricole du Cameroun, c'est 17 millions d'hectares, sur les 47 millions de notre superficie totale. 47 millions. Mais nous avons 17 millions qui sont arables. Alors nous avons l'intention de mettre en valeur 200 000 hectares sur les 17 millions. Donc si nous le faisons en 5 ans, puisque nous avons un mandat de 5 ans, ça va faire 1 million d'hectares sur les 17 millions. À charge pour les générations futures de continuer. Mais si nous le faisons et progressivement nous mettons en place 300 sociétés agricoles ou agro-industrielles, parce qu'il y a la production et la transformation sur le site de la production, et que nous réussissions à créer 7000 emplois, comme ceux qui existent déjà, ne sont pas des paroles jetées en l'air. Si vous faites 7000 salariés multipliés par 300 communes, on est déjà à plus de 2 millions d'emplois. Ça existe déjà. Et ça est simplement de généraliser un concept qui existe déjà et qui a commencé à être mis sur pied par le président Ahidjo. Mais comment cela va être implémenté? Nous avons prévu déjà de doubler le budget d'investissement, simplement par un rééquilibrage de la dépense publique. La dépense publique qui accorde un privilège actuellement au fonctionnement. Il faut accorder la priorité aux investissements. Une civilisation se développe à partir de son taux d'investissement. Si vous n'avez pas un taux d'investissement suffisamment dense, vous ne pouvez pas autofinancer vous-même vos projets de développement. Avant que vous ne comptiez sur les autres, que vous ne comptiez sur le secteur privé qui apporte une partie de vos financements, il faudrait déjà que l'État ait un taux de financement suffisamment dopé pour attirer précisément les investissements étrangers. Taux d'investissement sans lequel les autres ne viendront pas, parce qu'ils ne vont pas trouver le socle nécessaire pour venir implanter leurs propres investissements. Donc nous avons un taux d'investissement actuel qui tourne autour de 1200 milliards. On le porte à 2400 milliards en rééquilibrant la dépense. Parce que nous partons d'une hypothèse du budget à 5500 milliards au lieu de 4500 qui sont prévus par le 4800 à peu près, qui sont prévus par le RDPC pour 2019. Nous prévoyons plutôt 5500. 5500, c'est un minimum que nous puissions réaliser, puisque la Côte d'Ivoire, qui a la même richesse que le Cameroun, a un budget de 6800 milliards. Pour 2018 et pour 2019, ils envisagent de dépasser les 7000 milliards. Donc, je veux dire que nous avons des ressources qui sont largement sous-évaluées, parce que l'ambition qui gouverne en quelque sorte, n'est-ce pas, la mise en œuvre des politiques chez nous, elle n'est pas assez forte du tout. Je ne sais pas pourquoi vous m'interrompez très rapidement. Donc, une fois que nous aurons développé progressivement ces complexes agro-industriels, nous voulons également doter chaque commune d'une route revêtue qui permettent de la relier au réseau national. Elle disait que nos programmes ne sont pas proches du tout, parce que dans le DSE, la quantité de routes qui doivent être revêtues par an, c'est 300 dans leur programmation. Nous avons une programmation de 1000 km par an, ce qui est tout à fait possible sur fonds propres. Parce que 1000 km de route, ça nous coûte 400 milliards, à raison de 400 millions le kilomètre. Pourquoi le Cameroun doit construire 300 km de route par an, attendu que nous avons donné 5000 km de route en 2014 sur les 82 000 possibles, avec que nous sommes à un taux de revêtement autour de 6 ou 7%. Ce qui est extrêmement faible, tandis que d'autres pays sont déjà à 78-82%. Nous avons encore un taux de revêtement de 7%. Alors pour rattraper cet écart, ce grand retard que nous avons accumulé à cause de la gouvernance du député. Comment? Ce ne sont pas des romans photos. C'est-à-dire vous avez tellement berné les Camerounais, vous les avez tellement endormis que vous donnez l'impression que tout ce qui peut se réaliser au Sénégal, tout ce qui peut se réaliser en Côte d'Ivoire, au Nigeria, ne peut pas se réaliser au Cameroun. Où nous sommes des sous-hommes. C'est pas réalisé. Oui, on essaie de vous dire que ce n'est pas réalisable, ce n'est pas possible. Est-ce que ces gens sont des surhommes? Est-ce qu'ils sont plus intelligents ou plus dynamiques que les Camerounais? Non. Nous avons au moins la même intelligence, donc ça veut dire que nous pouvons réaliser les mêmes performances que les autres. Et n'essayez pas de généraliser votre médiocrité et d'essayer de l'ériger en une norme, n'est-ce pas, qui devrait s'imposer. Ce que je veux dire, moi je comprends la difficulté que tu as en tant que modérateur de cette émission. Si il faille que chaque représentant de candidat parle du programme, il va falloir 7 heures, 8 heures de temps. Moi, je vais dire que les deux programmes qui présentent sont alléchants parce que je peux leur accorder le bénéfice du doute. Ils n'ont pas encore gouverné. Ils peuvent essayer d'implanter. On juge le maçon au pied du mur. C'est l'honorable Belle qui m'intéresse. Tout à l'heure, elle a dit que s'il faut comparer la gestion des mairies
géré par les partis autres que le RDPC. On voit qu'il n'y a pas un grand changement. Mais je dis, honorable Mahalise, vous faites un brillant hors-sujet. On parle d'une élection présidentielle. On ne parle pas d'une élection municipale. Ce sont deux élections qui ont des spécificités différentes. On parle de l'élection de la personne la plus importante pour un pays, celui qui a toutes les manettes entre les mains. Un maire, je crois savoir, vous êtes à l'Assemblée nationale, vous connaissez les prérogatives d'un maire, vous connaissez la marge de manœuvre qu'a un maire. Donc ce n'est pas du tout la même chose. Encore faut-il que le moment de faire le bilan en fin de mandat des membres de l'exécutif, je serai à l'aise, autant que vous peut-être, qu'on se retrouve sur un plateau pour parler du bilan de la commune qui est la mienne. Mais je voudrais donc répondre à la question de savoir comment est-ce que nous allons financer ce que nous entendons faire. Je ne vais pas comme le monsieur de l'univers avancer les chiffres, mais je dis une chose est simple. On gaspille énormément d'argent. Non, le gouvernement RDPC gaspille énormément d'argent au quotidien. Vous, honorable Mahalise Belle, qui est à l'Assemblée nationale, vous connaissez combien est facturé le petit déjeuner du président de la République? Je ne me permettrai pas d'avancer le chiffre, parce que vous allez contester en sachant que c'est vrai. On perd énormément d'argent dans le gaspillage. On entend donc capitaliser cette manne pour passer à des choses sérieuses. C'est des objectifs qu'on se donne. À la fin du mandat, on peut ne pas les avoir atteints tous, mais on aura suffisamment avancé. Vous ne pouvez pas être tout le temps en train de, parce que vous avez échoué, estimer qu'en dehors de vous, personne ne peut rien faire. Quel est ce pays où les dirigeants ne peuvent pas maîtriser le nombre de leurs fonctionnaires qui sont payés, des gens qui ont 3, 4, 5 matricules, qui marchent dans la solde de la fonction publique, au vu au-dessus de n'importe qui, et ça n'émeut personne. Et quand quelqu'un parle d'assainir, on lui dit comment est-ce qu'il va faire pour assainir. De grâce, arrêtons ça, il y a suffisamment de l'argent. Le Cameroun est un pays riche. Il suffit d'utiliser à bon escient ce qui est à notre disposition. Et avec des petits moyens, on peut faire beaucoup de choses. C'est juste ce que je voulais ajouter. Maître Gati, sur le volet financement. Oui, mais le volet financement, c'est d'ailleurs le volet capital, parce que je pense que beaucoup de gens doivent se demander, est-ce que c'est de notre poche que les partis politiques vont financer cela, ou bien est-ce qu'ils vont financer d'une autre façon? Déjà, dans notre programme, nous avons deux types d'infrastructures. Il y a les grosses infrastructures comme les autoroutes, comme les ponts, comme les centrales, comment dire, en fait, les grosses infrastructures comme les autoroutes, les ponts et également les centrales hydroélectriques qui vont être financées dans le cadre d'un partenariat public-privé. Parce que nous constatons que, en général, les États qui n'ont pas assez de ressources naturelles, qui décident de financer les gros projets sur le budget national, sont des États qui se retrouvent en train d'asphyxier fiscalement leur population. Ça veut dire vous demandez aux gens de payer beaucoup plus d'impôts parce que vous avez besoin d'argent pour construire des gros projets. Aujourd'hui, les États les plus développés, ce qu'ils font, c'est qu'ils rentrent dans le cadre d'un partenariat public-privé. Vous signez un contrat avec une entreprise privée qui construit une autoroute, qui est passée en concession. L'entreprise gère l'autoroute pendant un certain nombre d'années et par la suite, l'autoroute devient la propriété de l'État. Et l'avantage avec ce type de contrat, c'est que le citoyen camerounais, à la fin, il a une route d'envergure, il a un pont d'envergure, il a une centrale hydroélectrique d'envergure, alors qu'il n'a pas déboursé un sou, donc il peut profiter de ça. Donc il s'agit d'un moyen qui consiste à construire les infrastructures sans qu'un seul Camerounais dépense un seul sou. Maintenant, à côté de ça, vous avez également les petites infrastructures. Quand je parle des petites infrastructures, c'est par exemple, c'est des écoles, c'est des ponts communaux, c'est des centres de santé, c'est des dispensaires. Avec ça, ces projets-là peuvent être financés par non seulement sur le budget national, mais grâce également à des économies budgétaires. Ça veut dire aujourd'hui que quand je regarde la masse salariale de l'État, aujourd'hui on a au Cameroun, je pense que c'est 322 000 fonctionnaires. Mais en réalité, sur les 322 000 fonctionnaires, d'après les résultats du dernier recensement qui a été publié dans les journaux, on est pratiquement à 50 000 fonctionnaires fictifs. Quand vous évaluez la masse salariale de 50 000 fonctionnaires fictifs, on est à 13 milliards de francs CFA chaque mois, qui est détourné par un certain nombre de personnes au nom des fonctionnaires qui n'existent pas. pas. Si vous prenez seulement ces 13 milliards, en faisant une économie budgétaire pour ces 13 milliards,
si vous repartissez les 13 milliards entre les fonctionnaires qui existent physiquement, je pense qu'on doit se retrouver dans le chiffre de 275 000 fonctionnaires. Vous pouvez vous retrouver en train de faire une augmentation salariale de l'ordre de 250 000 francs par fonctionnaire. Donc j'ai calculé ça. Si vous faites 13 milliards de francs divisé par 275 000 fonctionnaires, vous verrez que chacun peut avoir pratiquement 250 millions. Donc c'est une mauvaise volonté du RDPC que de ne pas augmenter les salaires. 250 millions. Pardon, 250 000. Excusez-moi, peut avoir 250 000 francs de plus. Donc c'est une mauvaise volonté du RDPC que de ne pas combattre cette corruption-là, parce qu'ils savent très bien qu'il est possible d'augmenter les salaires des fonctionnaires en mettant sur pied un véritable système de veille sur l'utilisation du budget. À côté de ça également, quand je vois par exemple, je me rappelle une fois je voyageais, lorsque l'abus au niveau de l'abus de Maniaï, c'était effondré. Il y a 2 ans. Oui, il y a 2 ans. J'ai constaté que le ministre qui venait faire le contrôle des travaux venait dans son cortège. Il y avait près de 35 voitures. Et quand j'imagine que pour une sortie pareille, on a des bons de carburant, on a des frais d'émission, on a des frais divers qui sont engagés, ça veut tout simplement dire que rien que pour ce déplacement-là, on peut engager plus d'une centaine de millions de francs. Donc, si nous estimons que si un ministre veut aller faire des contrôles pour des travaux pareils, il n'a pas besoin d'aller avec tout son département ministériel. Le ministre peut parfaitement se déplacer avec 2 contrôleurs de travaux, ça fait des économies budgétaires. Le Cameroun, c'est l'un des rares pays pauvres au monde où les dirigeants voyagent. Quand je parle des dirigeants, les hauts commis de l'État, que ce soit les directeurs généraux des entreprises publiques, que ce soit les ministres qui voyagent en première classe. Et vous savez très bien que, par exemple, une première classe sur un trajet comme Douala-Paris, je pense qu'on est dans l'ordre de 3 millions de francs CFA. Alors qu'en voyageant en classe économique, vous pouvez vous retrouver sur des vols UP avec bon, Camet, par exemple, on est dans la tranche de, je pense qu'ils sont à 350 400 000 francs. Voilà, donc il faut que nos dirigeants apprennent aussi à avoir de l'humilité, parce que l'humilité peut susciter aussi des économies budgétaires. Je disais donc que c'est en faisant ces économies budgétaires-là, et avec l'argent produit en temps normal par les impôts des Camerounais, que nous allons construire les petites infrastructures. Donc vous voyez qu'en procédant comme ça, il n'y a aucune contrainte dans les poches des Camerounais, parce que si vous demandez à quelqu'un qui au quotidien, il travaille, il a un salaire minable, si vous lui demandez de payer davantage d'impôts, voilà, pour construire par exemple un pont, pour construire des autoroutes, ben, la situation sera la même que celle que vous vivez aujourd'hui. Des pays comme le Sénégal, le nouvel aéroport de Dakar est construit dans le cadre d'un partenariat public-privé. Les autoroutes sont construites comme ça. Même dans les grandes démocraties telles que les États-Unis et la France, les autoroutes ne sont plus les propriétés de l'État. Donc les autoroutes sont des projets qui sont mis sur pied dans le cadre de ce partenariat et qui sont exploités par ces concessionnaires pendant un certain temps. Mais je dis et je répète, il faudrait aussi que nous comprenions... C'est comme si M. Sikati parle plus que nous autres. Hein. C'est ça. Non, il termine. Oui, bon, ben, je ne sais pas. Ah, vous avez la parole, vous n'êtes pas allé très loin. Bon, peut-être parce que je suis en train de vous démontrer que mettre tous les gros projets... Je vous en prie, s'il vous plaît. Je suis en train de vous démontrer que vous êtes en train de vouloir mettre tous les gros projets dans la poche du modeste Camerounais qui déjà au quotidien ne parvient pas à vivre. Je suis en train de vous démontrer qu'il est possible de construire les grandes infrastructures sans déboucher un sou de sa propre poche. Donc, je dis, monsieur le député, à côté de ça, oui, pour terminer, il y a des projets à caractère social. Est-ce que vous savez qu'au moment où je vous parle, le ministre de la Santé, il est en Suisse pour se faire opérer de la main? Non, je parle, on est dans les infrastructures. Il est en Suisse pour se faire opérer de la main, un ministre de la Santé. Moi, je dis, c'est tout simplement qu'il sait que chez nous, le système de santé est défectueux. Quand vous êtes dans le... Moi, j'ai visité l'extrême nord. Quand vous êtes là-bas, vous ne savez pas que vous êtes au Cameroun. Ça, c'est une région qui a besoin d'un programme de couverture sanitaire spécial, d'un programme de couverture hydraulique spécial. Honorable d'abord. Honorable Didier et puis alors ça me donne l'occasion de rester dans mon brillant hors-sujet. Je ne suis pas économiste. Donc tout ce que vous racontez là, mes camarades qui ont les mêmes compétences que vous peuvent très bien vous affronter sur vos déclarations. Mais je veux dire la chose suivante. Permettez s'il vous plaît, monsieur Sikati, on vous a écouté. Je vais dire que je reste convaincu que le désir, qui est très subjectif, la motivation seule ne suffit pas pour manager un pays.
Pas du tout. Et quand je parle des mairies, j'ai visité les mairies du SDF. Je n'ai pas encore visité les mairies du MRC. On n'a pas de mairie. Mais je peux vous dire que dans ces mairies, les rideaux sont décrochés, il y a la toile d'araignée, les carreaux sont des... Vous savez que le SDF se plaint beaucoup de... Attendez. Avec le budget qu'ils ont, quand vous êtes des gens, j'allais dire, qui sont capables de construire, vous n'avez pas besoin d'avoir des milliards pour construire. Je vois les Occidentaux qui s'implantent dans nos forêts pour exploiter le bois. Ils arrivent, c'est une clairière. En 2-3 minutes, ils transforment l'endroit en un paradis. Moi, j'ai besoin des gens capables de bâtir le Cameroun. Pas ceux qui me racontent des histoires. Mais attendez, s'il vous plaît. Attendez, excusez-moi. Pour l'instant, vous racontez des histoires. Et moi, tout le bien que je vous conseille, tout le bien que je vous souhaite, c'est qu'au moment donc des régionales, que vous vous battiez pour prendre des régions et pour qu'on voit ce que vous allez faire de vos régions. Mais en ce qui concerne la présidence, je pense que laissez-nous prendre la présidence parce que pour l'heure, nous sommes encore le meilleur risque. Et tout à l'heure, j'ai senti mon voisin un peu me bousculer en disant qu'il ne faut pas que la médiocrité du RDPC. Mais attendez, moi j'ai vu les partis politiques de l'opposition. Allez voir leur siège. Non, ne lui passez pas encore la version. Allez voir leur siège. Allez voir leur siège. Alors, ils nous vendent des châteaux, ils nous vendent des promesses, et ils ne sont pas capables, à l'heure qu'il est, de nous donner du rêve, de nous montrer le rêve. Non, laissez ça. Battez-vous pour les régionales. Comme ça, nous verrons comment vous êtes. Voilà. En ce qui concerne la présidentielle, je préfère avoir un homme d'expérience qui a vu de toutes les couleurs, mais qui est resté la tête hors de l'eau et qui a piloté ce pays depuis 36 ans. Il va connaître au régional. Oui, non, je ne veux pas répondre à l'honorable sur cette question. Je préfère présenter les réformes en quelques mots que nous envisageons pour notre pays qui est catastrophé, n'est-ce pas, par ces 36 ans de gouvernance. Alors, ce que nous envisageons, entre autres, nous étions sur l'économie. Nous disions tout à l'heure que nos financements, c'est vous qui posez la question sur les financements. Les financements ont au moins 3 sources. C'est classique, ce n'est pas des choses que nous inventons. Nous allons nous inscrire dans l'universalité que, malheureusement, notre régime actuel ne veut pas rejoindre. C'est qu'il y a un investissement qui est public, qui est donc national, qui doit être lui-même densifié. De l'ordre d'au moins, on doit tourner au moins autour de 44 ou 45% du budget. Je veux dire, en dehors du service de la dette. Il faut densifier, n'est-ce pas, l'offre en termes d'investissement public dans l'équilibrage même de la dépense publique, 45% du budget au moins. Qui viendrait qui viennent de nos propres ressources. Quelles ressources? Si vous faites déjà, si vous voulez qu'on vous explique, si vous faites déjà une programmation, n'est-ce pas, des recettes possibles de 5 500 milliards par rapport aux 4 800 que vous faites. Donc, ça veut dire mais les recettes viennent d'où? Comment? Les recettes viennent d'où? Mais les recettes viennent de ce que nous avons. Les recettes viennent, vous savez très bien que les recettes sont détournées. Vous savez très bien que les régies financières ont des objectifs, n'est-ce pas, en termes de fiscalité qui sont au rabais. Vous savez très bien que l'assiette fiscale... Univers, tu as lu ça dans quel livre? Comment? Vous avez davantage... C'est moi qui ai la parole. Vous avez davantage... Il ne s'agit pas d'augmenter un seul impôt, il s'agit simplement d'apporter de l'efficacité dans la collecte de l'impôt. Parce que nous savons que cet argent tombe dans les poches des gens. C'est moi qui ai la parole, madame. Vous permettez? Mon Dieu. Bien. Donc nous savons que cet argent tombe dans les poches des particuliers et nous voyons quel est le train de vie qu'ils mènent. Donc si nous organisons une collecte rationnelle de l'impôt, nous avons des recettes propres qui reflètent nos capacités budgétaires réelles. Je vous prends un exemple simple, parce qu'il faut qu'on comprenne ça. La richesse du Cameroun connue, c'est au moins 20 000 milliards de francs CFA, au moins 20 000 milliards. Certains parlent de 21 000, etc. Ça dépend de comment on traduit. On autour de 33 milliards de dollars. On donne au moins 20 000 milliards de francs CFA. Un pays qui veut se développer doit pouvoir prélever au moins 20% de sa richesse nationale pour contribuer à son budget. C'est-à-dire que 20% de sa richesse nationale doit faire partie des recettes propres. Avant l'autre contribution qui est donc, que sont les emprunts et les éventuels dons. Or, si vous faites 20% de 20 000 milliards, on a 4 000 milliards.
j'aimerais signaler que ce ne sont pas des choses qui sont dites à l'air parce que le régime actuel lui-même est en train de faire une programmation de recettes pour l'année prochaine à 3 700 milliards. C'est-à-dire 300 milliards seulement le différent par rapport à nous. J'aimerais aussi, j'aimerais terminer en disant que la Côte d'Ivoire, qui a la même richesse que le Cameroun, a des recettes budgétaires propres de 5 400 milliards. 5 400 milliards. Dans ce que les autres peuvent faire ailleurs, avec les mêmes ressources, on peut le faire ici. Nous pouvons aussi le faire. Je voudrais dire quelque chose pour finir, parce que je n'ai pas besoin de vous mettre un peu en difficulté encore en voulant absolument parce que je fais du porte-à-porte tous les jours pour expliquer directement aux Camerounais. Il y a un point, n'en déplaise à Honorable Marlys, nous voulons faire rêver les Camerounais aussi parce qu'ils méritent avoir mieux. Il y a un aspect que je m'en voudrais de ne pas parler ici. Nous voulons, pour 2030, co-organiser la Coupe du Monde avec quelques pays qui seront volontaires de l'Afrique subsaharienne. C'est des défis. Et si on veut, on peut. Je voulais juste ajouter cet aspect. Merci Katia, un mot de la fin. Bon, en fait, je ne sais pas. Je pensais que le mandat présidentiel, c'est 7 ans. Je ne sais pas comment ils feront pour organiser. Oui, je vous réponds. En fait, je vous réponds. Quand vous envoyez une boutade, laissez-moi répondre. Nous avons l'aspiration de ramener déjà le mandat. Non, attendez, laissez-moi parler. Non, je dis, nous avons l'ambition de ramener le mandat présidentiel à 5 ans pour 2 mandats. C'est-à-dire un mandat au plus renouvelable une fois. Donc c'est possible. Dans 10 ans, si nous travaillons, pour un président. Si nous travaillons très donc, bien, si nous pouvons remplir et dérouler notre programme. Je ne vois pas ce qu'il y a de difficile à comprendre. Oui, mais sauf que, bon, ce n'est pas nécessaire. En fait, il me semble que on est malheureusement dans un pays gouverné par un régime autocrate qui pense avoir la liberté de manœuvrer les Camerounais comme ils le souhaitent. Parce que vous voyez très bien l'attitude de Madame le député sur ce plateau. Quand elle nous répond qu'elle attend de consulter les experts en économie du RDPC pour qu'ils viennent nous répondre, je voudrais lui dire que nous, on n'est pas des experts en économie. Moi, je suis avocat, je ne suis pas expert en économie, je ne suis pas expert en infrastructure. Je parle des choses basiques, élémentaires que tout le monde voit. Voilà, donc, quand vous arrivez à l'étranger, vous voyez une autoroute, vous pouvez parfaitement demander à quelqu'un, dites-nous comment est-ce que vous faites pour avoir ça? Et la personne vous répond, non, nous avons ça dans le cadre d'un partenariat. Et le projet que nous proposons, vous avez bien compris qu'en fait, on peut avoir des grosses infrastructures sans faire l'objet de pression fiscale, sans faire l'objet d'extorsion de fonds. On peut avoir des grosses infrastructures. Et si jamais le candidat Kamto est élu, vous pouvez être sûr, parce que nous avons dit dans le cadre de notre projet qu'en 1 an, nous créons 1 million d'emplois, dont 500 000 dans le domaine de l'agriculture. Merci Merci Kachi, Achille Azemba, Didier Macron, Honorable Marlys Doualabel. Merci à vous, mesdames et messieurs. Merci également d'être resté regarder cet autre débat, carte sur table. C'était ce soir. Jeudi, entretien avec, ce sera le président du MRC, Maître Maurice Kamto, qui sera invité.